Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 148 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, 7e numéro de la C-Lab. Donc la C-Lab, au cas où vous nous rejoigniez en route, c'est un jeu de mots, la C comme 100 et Lab comme le Basket Lab. Donc le top 100 de 2023 du Basket Lab. On essaie de classer les 100 meilleurs joueurs de la saison NBA. Et donc, déjà notre 7e numéro. Comme d'habitude, comment est-ce qu'on procède ? On a une playlist de une centaine de noms. Et à chaque fois, on pioche 5 noms au hasard. On en discute et on les rajoute au classement. Et donc, pour l'instant, après 6 épisodes, nous avons un top 30. Et à la fin de cet épisode numéro 7, nous aurons un top 35. Voilà, on construit le classement petit à petit. Certains connaissent évidemment peut-être déjà le concept, bien entendu. Et donc, pour ce 7e numéro de ce top 100, qui d'ailleurs, je le rappelle, est un top 100 participatif. Donc c'est le top 100 du Basket Lab, mais avec la participation d'un maximum de gens de médias différents. Et donc aujourd'hui, un autre média se joint à nous, puisque aujourd'hui on reçoit Baptiste, que vous connaissez, Baptiste @pennybergkamp sur Twitter, et surtout Baptiste du podcast, le Dreamcast Show. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 7e numéro de notre top 100, la C-Lab. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre série, la C-Lab. C-Lab, joli jeu de mots, bien sûr. Notre top 100 de 2023, des joueurs de 2023. Donc, 7e numéro aujourd'hui, et on se retrouve avec un habitué du Basket Lab, avec Baptiste. Comment ça va, Baptiste ? Salut Guillaume, ça va super. Je suis très très impatient de commencer parce que je me suis jamais prêté trop à l'exercice de 100 joueurs. Donc assez hâte d'en parler. Baptiste Pennybergkamp sur Twitter, évidemment, du podcast le Dreamcast Show et du projet Le Roster. C'est vrai que tu fais partie de ces jeunes que je n'ai pas pu inviter sur la centaine parce que tu n'avais pas totalement connu l'été dernier toute la décennie d'avant. Donc là, tu découvres le format du top 100, quoi. Oui, c'est ça. Bah, je découvre un peu aussi la décennie précédente avec tes profils de l'époque de DeMarcus Cousins ou Brandon Jennings. Donc donc j'avais pas les capacités à l'époque. Ouais. Ben moi non plus j'avais pas les capacités, mais pourtant je faisais quand même des vidéos scouting. mais bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc Baptiste, oui, donc Pennybergkamp sur Twitter comme je disais, et pas mal d'actu, pas mal de promos dans ce petit moment promo du début. Bon, il y a la fameuse série des podcasts, les top 25 de moins de 25 ans, pour ceux qui l'auraient loupé, mais t'as aussi sorti notamment un podcast avec Amine, qu'on connaît bien de Dunk Hebdo, sur les 10 ans du process et de Sam Hinkie. Ouais, tout à fait. Il y a pas mal de podcasts qui sortent en fait en ce moment, tout simplement, avec des sujets assez variés. Il y a le top 25, comme tu as dit, et il y a un peu cet épisode avec Amine sur le bilan un peu du process, des travaux de Sam Hinkie. Qu'est-ce qu'on en pense finalement ? Donc, on essaye de démêler le vrai du faux, et il y a aussi un épisode qui sera sorti, je pense, avec Azad, où on revient un peu sur Kevin Garnett. Donc voilà, des épisodes un peu moins d'actu pendant l'été, mais pas mal de contenu, ouais. Et puis à l'écrit sur le site Le Roster, une série d'articles aussi sur les biais, sur les biais cognitifs. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une série d'articles dont je suis assez content. Il y a 3 articles sur les biais cognitifs chez les fans de NBA. Donc je vous laisse aller voir ça. Il y a notamment un article sur le clubisme, par exemple, le fameux clubisme, on en entend parler. Donc je vous laisse aller découvrir ça. C'est des articles assez longs, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Le clubisme, effectivement, on connaît ça. C'est à la fois ce qui est bien et ce qui est pas bien dans le sport. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Mais donc oui, effectivement, allez lire tout ça, allez écouter tout ça, bien entendu. Et donc nous sommes dans la C-Lab, la C-Lab, le top 100
du Basket Lab, bien entendu, pour ceux qui n'auraient pas encore ce jeu de mots absolument grotesque. Mais avant qu'on attaque la QV du jour, donc 5 noms pris au hasard dans une playlist et qu'on va classer petit à petit. Donc pour l'instant, on a fait 6 épisodes, donc on a un top 30, 6 x 5. Et donc à la fin de ce numéro avec toi, on aura un top 35. On construit petit à petit le classement, bien entendu. Et donc avant qu'on parle des joueurs du jour, est-ce que sur le classement existant, justement, est-ce que tu avais des remarques à faire, voire même des joueurs qui te choquaient sur leur position? Pour l'instant, je vais dire qu'il n'y a rien qui est vraiment choquant parce que le classement n'est pas trop large non plus. Mais c'est vrai, on en parlait un peu, peut-être OG Anunoby, peut-être le descendre derrière Malcolm Brogdon, là. Ça me paraissait un peu plus cohérent. Après, il y a moi, je sais que du coup, Jeremy Grant a été dit comme très bas. Moi, je le remonterais de une position ou deux peut-être, mais pas plus non plus. Rien de trop choquant. Et après, voilà, des interversions d'un ou deux joueurs. Mais c'est pour l'instant, il y a rien qui me choque. Mais si je devais faire un changement, ce serait sans doute de descendre OG Anunoby juste devant Tyrese Maxey, pardon. Alors, effectivement, Jeremy Grant, qui actuellement est 25e sur 30, mais qui est un cas qu'on a eu dès le début, et je pense qu'il va nous embêter jusqu'à la fin, j'ai l'impression. Un cas un peu, peut-être polarisant, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas... J'irai peut-être pas jusque-là, mais qui divise un peu entre peut-être certains qui le voient comme un créateur de points un peu dans le vide, entre guillemets, dans une équipe pas bonne, ou le fait que, mine de rien, il a aussi peut-être plus de... l'autre vision qui est de dire il a quand même plus de création et de compétences et un profil un peu plus intéressant que certains role-players qui sont devant lui, en fait. C'est un peu ça l'idée, où pour l'instant il est derrière des Harrison Barnes, KCP ou Grant Williams. Voilà, ce profil un peu 3&D. Et c'est vrai qu'en plus, l'argument c'était aussi, moi au tout début, que finalement il avait un peu de création, donc c'est un peu du bonus, mais globalement on est quand même sur quelqu'un qui a plus de 70% de paniers assistés, qui a du catch and shoot à 3 points, et voilà, c'est en fait sans doute que on n'a pas vu à quel point il était valuable aussi parce qu'il est dans une équipe mauvaise, et donc c'est plus facile de voir un KCP valuable et précieux, pour le dire en français, pardon, parce qu'il est dans une équipe qui gagne. Donc forcément, c'est plutôt l'équipe qui fait le role player, si j'ose dire. Ouais, complètement. Et après, pour un peu plaider sa cause, c'est vrai que le profil du scoreur, moi, je suis un peu moins chaud que la moyenne, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça me choque pas, parce que voilà, comme tu l'as dit, finalement, il est beaucoup assisté. Mais maintenant, quelque chose qui joue aussi dans sa faveur, vu qu'on ne juge que la saison 2022-23, et c'est un peu un thème que je trouve assez marrant avec la syllabe, c'est que finalement, un joueur qui est en surchauffe, tu le juges comme tel, et il était quand même à 40% à 3 points, et cette saison, donc, alors qu'en carrière, il est à 35%, il me semble. Donc, si tu juges que sa saison, tu peux te dire qu'il y a une valeur un peu supplémentaire par rapport au profil du joueur, si tu juges le joueur dans sa globalité, qui peut lui apporter un petit bonus pour monter d'une ou deux places, pour avoir un petit bonus sur son scoring, par exemple. Je crois que ça fait quelques saisons qu'il fait à 40%, mine de rien, Jérémy Grant, ou en tout cas entre 38 et 40. Ouais. J'avais les deux dernières à 35, donc voilà. Les deux dernières à Détroit, tu veux dire, notamment. Ouais, les deux dernières, et en fait, ouais, voilà, oui, c'est ça. Ouais, mais il était un peu plus dans un rôle de go-to guy, de pull-up, voilà. Peut-être. Mais c'est peut-être ça aussi, je pense, qui joue sur la vision, c'est que Portland a été nul, donc peu de monde à regarder, et finalement, peu de monde s'est aussi rendu compte qu'il est pas totalement dans ce rôle un peu pas très intéressant de scoreur de pull-up, ou qui essaye d'avoir du volume, mais qui est pas très, très bon et dans ce domaine. Je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui pense qu'il est un peu comme ça, alors qu'il a, mine de rien, il a un peu évolué. Alors malheureusement, l'équipe de Portland n'était pas assez bon pour qu'on le remarque. Mais ouais, ok, je note alors. Je note. Pour l'instant, j'ai des avis des deux côtés, donc je sais pas trop quoi faire. Je note que toi, tu leur montrais de quelques places, en effet. Donc on verra ça. Et oui, Anunoby qui actuellement est 17e. Donc notamment devant Kyle Anderson, Malcolm Brogdon et Tyrese Maxey. Toi, ça te titille un peu, c'est ça? En fait, je trouve, c'est peut-être que moi, mais je trouve qu'il y a une vraie cassure dans le classement entre la 19 et la 20, parce que à partir de la 20, t'as vraiment soit des joueurs mid, soit des joueurs qui ont des vraies lacunes. Par exemple, Caldwell Pope peut pas créer, c'est vraiment un 3&D assez classique, j'ai envie de dire. Capella, ses limites, on les connaît.
Harrison Barnes aussi, et Tyrese Maxey a été très embêté, enfin peut être très embêté de par le profil défensif. Et OG Anunoby, un peu je trouve la valeur offensive d'Anunoby est moins grande que évidemment que celle de Brogdon et Kyle Anderson ça, aussi. Et enfin je trouve qu'il y a vraiment ce côté, les joueurs au-dessus ont pas d'aussi grosses lacunes que OG Anunoby, le scoreur. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir Anunoby à ce point au-dessus d'Harrison Barnes, par exemple, qui fait une grosse saison efficace. Alors défense pas au même niveau, mais quand même défense assez solide. Et donc Harrison Barnes c'est 22, OG Anunoby est 17. À quel point est-ce qu'on le descend? Parce que tu vois, il y a un argument. Bon, le descendre par rapport à Kyle Anderson, ça me dérange pas trop. Surtout vu la saison de Kyle Anderson. Après, c'est vrai que tu vois, sur Malcolm Brogdon, par exemple, c'est un temps de jeu assez réduit. Et alors que Anunoby, on est sur un gros temps de jeu de gros titulaire, quoi. Et, à quel point est-ce que ça doit compenser aussi? Je sais pas trop. C'est un peu difficile à juger, mais effectivement. Alors peut-être, du coup, on peut le descendre d'une place pour l'instant, si tu veux. On le descend derrière Kyle Anderson pour commencer. Oui. Et comme on vient de le classer, j'ai pas encore eu trop d'avis. Si ça te va, on fait comme ça. Et si d'autres appuient un peu dans ton sens, on continuera à le descendre. Ça me va. Et étant donné que oui, non, mais ça me va parfaitement. Une place. J'ai pas les chiffres de Brogdon sous les yeux et le nombre de matchs, etc. Donc ça me va, étant donné qu'Anunoby a plus joué s'il reste devant. Ouais. Quoique c'est vrai que Malcolm Brogdon quand même double casquette. Bon, ne nous attardons pas là-dessus. Je note effectivement, mais c'est probable qu'on aille dans ton sens au final. Et donc à partir du classement, ça on a parlé un peu du classement. Est-ce que du coup au niveau des best of the rest aussi, un peu la tradition. Donc j'ai fait une playlist, mais je n'y ai pas passé énormément de temps non plus. Enfin j'ai pas fait ça en 20 minutes non plus, mais mais il y a peut-être des gens que j'ai un peu oubliés ou survolés. Donc je te dis un peu les noms que pour l'instant certains autres ont voulu défendre. On a défendu pas mal Trey Murphy, Franz Wagner, DeAngelo Russell, Cam Johnson aussi et Markelle Fultz. Est-ce qu'il y a des noms, toi, que tu aimerais aussi rajouter à ce côté oublié? Il faudrait peut-être qu'on en parle, voire même qu'on les rajoute au classement. Alors, parmi les joueurs du coup qui n'ont pas été cités, alors je crois qu'il est un peu à part, mais t'as Rob Williams, mais il a presque pas joué et même ses matchs n'étaient pas forcément au niveau de sa saison passée. Ouais. Donc il est vraiment à part, je pense. Et après, parmi ceux qui n'ont pas été cités, donc encore, pourquoi pas un Josh Green? Ouais. Qui sort d'une saison à 111 de true shooting plus avec 40% à 3 points et en plus du passing de connecteur, un des tout meilleurs connecteurs de NBA, l'apport défensif. Alors le minutage reste assez léger entre guillemets, hein. Il y a que 26 minutes par match, mais à 3 points, on est clairement sur une surchauffe, je pense aussi. Je pense que ça va un peu redescendre. Mais voilà, Josh Green, comparé à un joueur comme Quentin Grimes, qui joue un peu plus, c'est vrai. Mais à quel point il y a un écart entre les deux, je suis pas sûr. Josh Green est plus efficace aussi. Donc voilà, c'était un peu le joueur qui n'avait pas encore été mentionné que je mentionnerais. Mais bon, c'est vrai que la fin du classement, c'est un bel enfer à classer. Disons que si on fait le niveau par minute passée sur le terrain, je pense qu'on est sur des choses assez similaires, en effet. Voire même, peut-être, je pense que je préférais Josh Green, mais ça se joue peut-être au millième près, quoi, pour le coup. Mais le niveau par minute, presque, on est sur la même chose, mais c'est vrai que au niveau de l'importance dans l'équipe, j'ai l'impression que Josh Green avait un rôle plus petit que celui de Quentin Grimes, qui était bien installé titulaire et 30 minutes par match. Là où Josh Green, on est quand même sur un statut un peu moindre, et donc c'est là-dessus où il n'a pas passé mon cut, alors que je l'adore effectivement, mais pas titulaire, et à peine 25,5 minutes par match comparé à 30 et titulaire de Grimes, ce qui fait que, bah oui, par minute passée sur le terrain, ils sont similaires, mais sauf que de facto, qui a eu le plus gros impact, c'est un peu Grimes, de par le statut plus grand, en fait. C'est un peu ça mon raisonnement, mais je veux bien le noter. Et c'est vrai qu'on peut aussi argumenter que
des gens qu'on a peut-être déjà classés ou qui sont déjà dans la pré-liste, au final, est-ce que 26 minutes de Josh Green, ça vaut pas 28 ou 29 d'un autre, quoi. Ça, c'est un peu ça le raisonnement. Bah ouais, typiquement, moi je me demande si je préfère pas des minutes de Josh Green à celle de Buddy Hield, par exemple. Bon, c'est le dernier de la liste, donc je sais pas s'il va réussir à survivre sur la fin de classement, mais moi, à titre personnel, je préfère avoir des minutes de Josh Green que celles de Buddy Hield. Maintenant, c'est vrai, oui, son utilisation a été un peu en dents de scie. Je crois il commence que 20 matchs, je crois, cette saison, si je dis pas de bêtises. Oui. Comparé aux autres qui ont en fait, c'est le rôle de tous les joueurs qui sont dans la liste aujourd'hui. Bah leur rôle était bien plus grand, donc je comprends aussi l'argument un peu du oui, quand t'es sur le terrain c'est bien, mais en fait t'y es pas forcément, et enfin t'es pas titulaire, enfin voilà, t'as pas le rôle suffisant quelque part. Disons que si on classait les valeurs théoriques, il aurait sans doute un meilleur argumentaire, on va dire. Mais comme là on prend un peu ce qui s'est passé de facto, on est obligé de prendre en compte le pour l'instant en tout cas, mais je veux effectivement, peut-être je le note et on en rediscutera à la fin quand on aura un peu plus qui est vraiment à la fin du classement, ou est-ce que vraiment on peut l'échanger Josh Green avec un des noms de fin de classement. On verra, je veux bien le noter. Mais tu vois, c'est pareil, Gordon Hayward, d'instinct je serais aussi enclin à dire que Hayward qui a pas été efficace en plus, pas hyper bon en défense, bah oui, tu préfères peut-être Josh Green qui a 26 minutes que Hayward qui a 30 minutes, mais en même temps c'est peut-être il y a un biais de à quel point est-ce que c'est aussi lié au contexte en fait, parce que mine de rien Hayward, même s'il est moins bon qu'avant, si tu décorrèles un peu du contexte, on est tout de même sur un joueur, même je pense encore aujourd'hui, un peu plus complet, un peu plus de création, etc. Donc c'est toute la difficulté, mais oui, bon, je note, ok, je note. Très bien, ça nous fait pas mal de beaux joueurs à rediscuter, donc. Je suppose que tu appuies aussi un peu les candidatures de Trey Murphy et Franz Wagner, je me doute. Ouais, Trey Murphy, très fan. Franz Wagner, je reconnais la valeur, donc Franz Wagner, ouais. C'est une manière diplomatique de dire Franz Wagner non, alors, c'est ça? Non, Franz Wagner. Non, mais c'est le premier nom si je devais en rentrer un, je pense que ce serait Franz Wagner peut-être. Ok. Dans la liste. Très bien. Eh bien, je note tout ça. Et donc, avançons. La cuvée du jour que je n'ai pas encore citée, pardon. Nous avons aujourd'hui du Desmond Bane, nous avons du Jaden McDaniels, du Scottie Barnes, du DeMar DeRozan et du Donovan Mitchell. Donovan Mitchell de Cleveland, bien entendu. Petite tradition, comment est-ce que avant qu'on en discute plus longuement, comment est-ce que toi, tu t'en es dépatouillé pour les classer les uns par rapport aux autres, ces 5-là? Alors déjà, tu m'as donné une belle cuvée, c'est sûr. Je pense que je suis assez clair dans ma tête sur les 3 premiers. Je pense que Donovan Mitchell en 1, Desmond Bane en 2, DeMar DeRozan en 3. Et après, j'ai une vraie hésitation parce que on va en rediscuter, mais sur le profil théorique, je préfère évidemment Scottie Barnes. Maintenant, Scottie Barnes a quand même sorti une saison pas terrible, mais je pense que au moment où il faut trancher, quand même, Scottie Barnes apporte plus qu'un Jaden McDaniels. Donc, j'ai Scottie Barnes en 4 et Jaden McDaniels en 5. Tu te rends compte que, effectivement, sur un exercice comme ça, on en vient à comparer des profils assez différents et que c'est pas facile, en fait. Ouais. Mais, ouais. Alors, au niveau de mon classement, oui, j'ai du coup un peu différent parce que j'avais Mitchell en 1 pour l'instant et j'imaginais plutôt DeRozan en 2 et Desmond Bane en 3. Plutôt dans cet ordre-là, et ensuite Scottie Barnes en 4 et McDaniels en 5, mais là encore, les 4 et 5, je suis d'accord, c'est compliqué. On va voir comment est-ce qu'on arrive à classer tout ça. Ok, eh bien avançons directement sur notre premier joueur. Maintenant qu'on a fait un premier jet, essayons d'aller dans le débat, le vrai débat cette fois. Donc premier joueur du jour,
Allons sur DeMar DeRozan d'ailleurs, si ça te va. 36 minutes par match en moyenne, 74 matchs pour DeRozan cette année, 102 de true shooting plus, donc plus 2% par rapport à la moyenne au scoring individuel, sur 28% d'usage, donc un plutôt gros volume d'utilisation. Voilà un peu pour le topo de DeMar DeRozan. Et c'est vrai qu'on a un DeRozan de 33 ans, mais finalement toujours le même que d'habitude. Ouais, complètement. Je pense que, en fait, quand tu regardes un peu plus profondément dans les chiffres, voilà, sur les pull-ups à mi-distance, il a perdu 2%, il a perdu un peu à 3 points, mais il a gagné en drive. Donc au final, son efficacité en point partir, c'est quasiment la même. Et sa sélection de tir reste très semblable. C'est le joueur qu'on connaît. Et même, il gagne en efficacité, puisqu'il est à 1,2, là où il était à 1,19 l'an dernier. Mais vu que, en fait, tout l'environnement NBA a augmenté, bah, comme tu l'as dit, il est à 102 true shooting plus, là où il était à 104 l'an dernier, donc c'est pour ça que ça explique un peu la baisse, mais en fait c'est plus lui, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un des joueurs qui pâtit de cette augmentation globale, parce que le joueur est le même et l'efficacité est complètement la même. Maintenant, c'est vrai que en fait on est sur un profil, alors si je ne dis pas de bêtises, dans la centaine, vous avez été assez dur avec lui, mais à raison, parce que c'était un joueur pas forcément très efficace et assez unidimensionnel. Et c'est vrai que depuis quelques saisons, en fait, depuis grosso modo son passage à San Antonio, il y a un vrai meilleur playmaker, et surtout, enfin, il y a un vrai meilleur joueur, en fait, un joueur beaucoup plus complet. À mi-distance, c'est quand même assez exceptionnel, sa capacité à sanctionner à mi-distance, tout simplement, hein. 48%, ça, sur 46% sur les longues mi-distances, c'est quand même 77e centile. Maintenant, même si le passeur a progressé, je trouve qu'on est quand même à un niveau assez moyen, et on est aussi dans ce truc de, il est très très fort pour à mi-distance et faire tomber les fautes, etc. Mais tu vois, si on rentre un peu dans le débat, je trouve que ça a moins de enfin, il a pas vraiment de valeur. Il a pas la valeur plus que a un Desmond Bane en spacing, par exemple. Attends, tu fais le débat avant l'heure là. Mais ouais, là je mélange tout, mais enfin c'est plus pour dire qu'il a pas cette valeur de spacing élite que peuvent avoir certains. Voilà. Ouais, mais il a pas le 3 points, c'est sûr. Mais tu veux dire que même si tu parles de DeRozan en tant que créateur offensif, pour toi, on n'est pas sur un chapeau 1 forcément, quoi. Clairement pas. Clairement. Pour les autres, en tout cas, clairement pas. Pour lui, il est assez exceptionnel, hein. Il est dans le 95e centile en shooting fault percentage, donc en pourcentage de fautes créées pendant qu'il tire. Mais pour les autres, c'est, même s'il a progressé, hein, comme on dit, je pense que c'est aussi pour ça que le joueur d'aujourd'hui, on est assez unanime pour dire que le joueur d'aujourd'hui est meilleur que celui que vous avez classé pendant la centaine. Ouais. Mais ça reste un créateur assez, on va dire, bon, mais qui est, oui, pas de chapeau 1, enfin, pas de chapeau 1 du tout, quoi, pour moi. En fait, il y a toujours les mêmes interrogations avec DeRozan, même si, en effet, comparé à, comme tu disais, dans la centaine, on le jugeait sur les années 2010, et il était largement moins efficace sur la majorité de la période, mais depuis la fin justement des années 2010 et début 2020, il est plus efficace. Ça, c'est vrai, et c'est quand même assez notable. Et puis, voilà, c'est toujours un peu la même question de volume versus efficacité, peut-être, en ce sens-là, parce que effectivement, il est plus efficace aujourd'hui depuis quelques saisons, mais on n'est pas non plus à des hauteurs de Kawhi Leonard, on n'est pas à des hauteurs de James Harden, de joueurs comme ça, de LeBron, Curry, j'en parle même pas. Donc on est juste sur un joueur plus efficace que la moyenne, sur un gros volume, et c'est toujours un peu la même question de à quel point est-ce que vraiment c'est un moteur offensif ou pas. Et tu disais, bah, il l'est pour lui, mais pas trop pour son équipe. Bah, du coup, c'est là-dessus où pour moi, c'est pas tant un moteur offensif, c'est plus un scoreur, du coup, si tu appliques ce genre de raisonnement, quoi. Mais après, il y a un truc qui m'énerve. Non, je pense pas. Il y a plein d'autres choses qui m'énervent dans la vie. Je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais il y a quand même un truc qui me titille, c'est que on prend un peu DeMar DeRozan en porte-étendard de c'est pas les analytics qui dominent. Voilà, DeRozan, c'est le joueur anti-analytics et pourtant il est très fort. Il est temps de faire tomber ce mythe aujourd'hui, Baptiste. DeMar DeRozan est un joueur, pas sur tout, mais en un sens extrêmement analytics friendly, en vérité. Oui. Puisque notamment, on a affaire à un joueur qui, je vais le dire très lentement, qui a
qui est le 3e meilleur driver de NBA en termes d'efficacité sur les gros volumes. C'est-à-dire que si on prend tous les joueurs de NBA qui sont à plus de 10 drives par match, donc vraiment les gros drivers, il est 3e de NBA, derrière à peine Lillard qui a fait une saison de malade mental Et KD, non? Et non, KD n'a pas ce volume-là, mais le 2e c'était Luka Doncic. Voilà, il est Oui, juste derrière pardon. Luka Doncic en termes d'efficacité sur drive, sur des gros volumes, pour vous dire à quel point où ça le situe. Et c'est pour ça que ça me fait toujours un peu rire, parce que le DeRozan de Toronto, non, mais le DeRozan depuis quelques saisons, on est sur quelqu'un qui va chercher ses fameux lay-up au panier, et qui surtout, en plus des lay-up, donc quelque chose de très analytique, va aussi chercher énormément de lancers francs. Tu l'as dit, c'est une machine à lancer francs vraiment très très impressionnante. Donc d'accord, il n'a pas le 3 points, et d'accord, il y a beaucoup de mi-distance, mais il est temps de faire tomber ce mythe que DeRozan n'est pas un joueur d'analytics. DeRozan est en un sens extrêmement efficace et va chercher les lancers francs et les lay-ups qui sont par définition ce que les gens des analytics disent, bah oui, c'est ça les tirs les plus rentables en fait. Tout à fait. Maintenant aussi, une petite nuance sur ça, c'est que quelque part, il ne fait que 11 drives par match. Et alors, ça reste un volume assez conséquent, mais on n'est pas dans les hauteurs de même d'un Jimmy Butler ou d'un Tyrese Haliburton ou d'un Damian Lillard qui a 16 par match. On est quand même à 5 de moins, donc en fait, il est très efficace, mais il n'a pas les capacités pour driver à outrance. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui se ressent un peu sur sa création, parce que le fait de se reposer, il peut pas attaquer à outrance, et on sait que quand tu drives, ça crée énormément de brèches dans la défense aujourd'hui. Tout le monde l'a compris quasiment, c'est le panier qu'il faut défendre. Donc quand tu as quelqu'un qui drive au panier, c'est dans cette situation que l'aide va se déclencher, etc. Et donc en fait, s'il drivait peut-être plus, il créerait peut-être aussi pour les autres. Mais c'est vrai que tous les drives qu'il prend sont super efficaces. Il y a, je sais pas à combien, mais il y a combien, 57, 58% sur les lay-ups en fin de drive. Oui. Et ça, combiner ça à, comme j'ai dit, ces lancers francs provoqués de façon, c'est assez exceptionnel, hein, entre le footwork et toutes ces pump fakes, c'est assez dingue. Oui, c'est clairement quelqu'un qui a compris aussi comment on va chercher de l'efficacité en NBA aujourd'hui. Et malgré tout ça, malgré ces tirs ultra rémunérateurs, ces deux aspects ultra rémunérateurs, comme tu l'as dit en préambule, il est que à 102 de true shooting plus. Ça aussi dit un peu le niveau réel de DeRozan, le scoreur, je pense. C'est aussi pour ça que je disais, il n'est un joueur analytics friendly que en partie. Parce que effectivement, déjà il y a le fait que, comme tu as dit, il fait pas autant de drives que d'autres énormes drivers. Donc oui, en termes d'efficacité, il est très haut, mais si tu mélanges et volume et efficacité, par exemple, si tu calcules les points par match par rapporté sur drive, il va pas être aussi haut que certains, parce qu'il a pas le même volume, donc il accumule moins de points, du coup, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc il y a cet aspect-là, et l'autre aspect où il est moins comme on dit, analytics friendly, mais juste en fait, pour délaisser un peu ce terme, qui est juste, pourquoi est-ce qu'il n'est pas si productif que ça au niveau du scoring, au niveau de la productivité / efficacité, c'est le fait que, oui, sur drive, il est bon, mais il en fait pas mal, mais pas des tonnes, mais par contre, il n'a pas de 3 points, mais vraiment zéro, quasiment, et surtout, il prend la majorité de ses tirs, ce sont des longs tirs à 2 points. Et le fait est qu'il est très bon sur les longs tirs à 2 points. Il a 48% d'efficacité sur les longs tirs à 2 points. C'est largement au-dessus de la moyenne. C'est excellent, cette efficacité. Mais le problème, c'est que c'est des tirs qui, en soi, sont les moins rentables du basket. Or, ça représente un tout petit peu moins de la moitié de son répertoire. Donc c'est comme ça qu'au final, comme tu dis, on a quelqu'un qui est hyper efficace sur drive, mais sauf qu'en fait, ce n'est pas tout son jeu. Et quand tu viens mélanger avec ça le fait que le reste de son jeu, c'est aussi beaucoup de tirs à mi-distance, même s'il est très bon en exercice, le fait est que même en étant très bon, par rapport à tout autre type de tir, du coup, oui, ça fait tirer la moyenne vers le bas, et du coup, au global, il n'est que au niveau de la moyenne quasiment, il est à plus de 2%, mais voilà, il ne peut pas s'échapper à des hauteurs, comme on a cité certains joueurs tout à l'heure, qui sont à plus 5%, plus 10%, plus 15%, voire même au-dessus. Voilà, c'est le fait aussi que, en un sens, il est très, encore une fois, très très porté sur les layups et les lancers francs qui sont très rentables,
mais il y a une autre partie de son jeu qui vient compenser et tirer un peu vers le bas, c'est cet aspect où, bah oui, la majorité de son jeu et son ticket shot, c'est à mi-distance, et même s'il est très bon, en soi, ce n'est pas aussi productif et rentable que d'autres stars qui prennent d'autres tirs, donc petite nuance là-dessus, comme tu dis, et même, tu vois, sur son passing, je l'ai trouvé un peu moins, alors pas forcément un peu moins bon, mais son rayonnement au passing est, je trouve, un peu plus faible qu'on a pu voir à San Antonio sur les excellentes saisons et les excellents passages. Oui, je suis tout à fait d'accord. Peut-être juste une question de volume, hein, d'ailleurs. Ouais, peut-être une question de volume et de rôle. Ouais. À San Antonio, il faisait partie des créateurs principaux. Et c'est vrai qu'à Chicago, c'est vrai que l'année dernière, on l'a aussi ressenti cette saison, hein, mais le fait qu'il n'y ait pas Lonzo Ball, même si c'est pas un créateur d'élite, c'est quand même un joueur qui crée entre lui et Zach LaVine, etc. DeRozan avait un peu un rôle un peu moindre comparé à San Antonio, donc voilà. Mais juste pour revenir un peu sur ce côté sélection de tir, en fait, DeRozan, il est dans le 100e centile en termes de fréquence de tir à mi-distance. Donc voilà, c'est juste à son poste, Ouais. il tire plus à mi-distance que tout le monde. Et comme il a pas l'efficacité, tu en parleras sans doute à un moment dans cette série, mais c'est pas KD à mi-distance, quoi. Ça reste un tir quand même pas si rémunérateur. Mais voilà, les passeurs sont similaires, je trouve, quand même. On retrouve, enfin, c'est vraiment à San Antonio qu'il y a eu une progression, et on retrouve un peu le même joueur malgré tout à Chicago. Même s'il est un peu en dessous, ça reste pour moi le même tiers de créateur, quoi. Je pense pas que sa qualité est baissée, mais son rôle est un peu différent, donc il a moins d'emprise sur le jeu, et donc peut-être moins de ballons et de capacité à entre guillemets briller par son passing. En fait, c'est un peu dans ce sens-là, je pense que j'en parlais. Enfin non, je pense, je suis sûr que j'en parlais comme ça, mais c'est un peu comme ça que je pense qu'il y a un peu moins de rayonnement. Mais bref, j'espère que vous m'avez compris. Mais oui, on est effectivement, même si on délaisse un peu ce côté rôle chez l'un ou chez l'autre, Spurs ou Chicago, de manière générale, on est plus sur, on va dire, un arrière polyvalent qu'un vrai moteur offensif collectif depuis son poste d'arrière, on va dire. C'est pas ce qu'a pu être James Harden au Rockets. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va créer l'attaque à lui tout seul. On est plus sur, on va dire, un scoreur polyvalent qui peut faire un peu des deux. Voilà. Peut-être un peu plus que certains autres, hein. Peut-être un peu plus que Bradley Beal, par exemple, peut-être un peu plus que Paul George, ou ce genre de profil qui aime un peu faire les deux. DeRozan peut faire un peu plus que ça, tout de même, mais on n'est pas dans la catégorie de ok, on te file tous les ballons, tu vas être un peu le rôle héliocentrique et tout faire. Donc voilà un peu pour le topo offensif. Et sur la défense, je voulais quand même te poser la question, qu'est-ce qu'on en pense de sa défense? C'est pas facile. Il a la chance quelque part d'être à un poste où ce n'est pas primordial d'être un bon défenseur. Voilà, c'est pas un intérieur, mais moi c'est peut-être un truc un peu ancré en moi, mais j'ai toujours j'ai toujours de gros soucis avec sa défense, et c'est un peu les mêmes qui sont là depuis qu'il est en NBA finalement. Je sais pas toi, mais Je trouve qu'on est quand même meilleur que sur certains passages, tout de même. On est quand même plutôt pas mal, je trouve, cette année. Mais on n'est pas non plus à ce point au-dessus de la moyenne. Et je pense même qu'on est plutôt même au niveau de la moyenne. Ouais, peut-être un peu en dessous, je dirais tout de même, parce que c'est pas quelqu'un qui va avoir un énorme impact dans la défense, loin du ballon, notamment. C'est un peu ça le problème, et qui, même face au ballon, peut être assez vulnérable. Mais j'entends aussi l'aspect que tu dis de finalement, il est pas génial en défense, mais c'est moins pénalisant quand tu es pas génial en défense depuis une position d'arrière que si c'était, par exemple, un pivot, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui, moi okay. j'ai énormément de mal avec la défense sans ballon de DeMar DeRozan. Donc ouais, à la moyenne, un peu en dessous, oui. Ouais. Mais ça lui rajoute pas de points, quoi. Si on faisait un peu un tableau de où est-ce qu'il pourrait gagner des points, je pense que c'est pas avec sa défense, ça, on est d'accord pour dire que c'est pas avec sa défense qu'il va gagner des points. Et donc, si on transitionne vers le classement, où est-ce que tu l'imaginerais? Au niveau des zones déjà, ou quelle serait ta fourchette haute et la fourchette basse, par exemple?
Alors moi, j'ai une place, je trouve, qui lui convient bien. Ouais, C'est au niveau de Bradley Beal et Jaylen Brown. d'accord. Parce que, bon, le playmaker est bien meilleur que Jaylen Brown. Donc moi, je le mets au-dessus de Jaylen Brown, qui a aussi ses soucis de défense sans ballon vraiment problématiques. Hein. Ça, c'est sûr que le défenseur Jaylen Brown n'est pas celui qu'on pense vraiment. C'est certain. Donc moi, j'ai DeRozan au-dessus de Jaylen Brown. Donc ça, c'est un peu ma fourchette basse. J'ai du mal à le voir en dessous, on va dire. D'accord. Maintenant, au-dessus, j'ai du mal à le voir aller beaucoup plus haut. Je pense que c'est au niveau en dessous de Paul George au grand max. Parce que Paul George apporte plus de choses, même juste la capacité de spacer le terrain, hein, c'est quand même Ouais. pas comparable. Donc un peu, si je rappelle, hein, pour les gens qui n'ont pas le classement devant les yeux, pardon, on a pour l'instant Trae Young en numéro 5, Paul George 6, Rudy Gobert 7, Bradley Beal 8 et Jaylen Brown 9. Et donc c'est un peu dans cette zone-là que tu visais. Moi, alors c'est ton classement évidemment, mais voilà, moi je l'aurais mis entre Bradley Beal et Jaylen Brown à titre personnel, ou au-dessus de Bradley Beal peut-être. Je sais pas comment tu imaginais les choses. En fait, vu l'introduction de ce podcast, je m'attendais à ce que tu le mettes très bas. Finalement, non, je suis à peu près dans la même zone, mais du coup, je me dis que tu vas avoir Desmond Bane très très haut alors, si tu l'as au-dessus. Mais on verra ça tout à l'heure. Non, ça me va aussi à peu près cette zone. Après, c'est une question de pondération, mais je sais pas. Par rapport à Lauri Markkanen, pour toi, c'était clair qu'il était devant? Non. Non, clairement pas. Mais j'ai essayé, en fait, comment j'ai raisonné, c'est peut-être pas la bonne chose. Mais avec DeRozan, je trouve que l'impact d'un DeRozan et d'un Jaylen Brown est vraiment comparable, en fait. Donc je me suis dit, ok, c'est cette zone que je vise. Et après, je me suis dit, ok, bon, je préfère peut-être DeRozan à Jaylen Brown légèrement, donc je le mets au-dessus. Mais en fait, je me suis même pas posé la question d'un DeRozan Markkanen quelque part. Ouais. Okay. Mais si ça se trouve dans mon classement, il y aurait Markkanen, puis DeRozan, puis Jaylen Brown. Oui. Selon la date, si je te demande demain matin ou demain soir, c'est pas la même histoire. C'est tout le problème. Mais non, pour moi, effectivement, la fourchette basse a pas trop dépassé. C'était un peu la zone Mobley-Gordon. On est d'accord. Quoique, on pourrait argumenter pour la défense intérieure de Mobley. Je ne sais pas. Mais après, c'est toujours c'est DeRozan. Il y a toujours un écart type entre les avis positifs et les négatifs qui va être très grand, je pense, avec DeRozan. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, par exemple, par rapport à Jaylen Brown, effectivement, la comparaison peut avoir du sens, mais je pense que j'aurais quand même Jaylen Brown au-dessus. Parce que peut-être un peu moins efficace, mais ça se joue à pas grand-chose, hein, un peu moins efficace, mais surtout, le fit est quand même meilleur, je trouve, et il a une polyvalence un peu plus grande. Il peut jouer sans ballon avec son catch and shoot, il peut faire des cuts. Bon, il a beaucoup moins de passing, mais il est aussi meilleur en défense, au moins sur le ballon. Donc je trouve que, en fait, c'est un peu un duel de à quel point, qu'est-ce que tu préfères pondérer? Est-ce que tu préfères pondérer positivement vraiment la création en elle-même de DeRozan, ou le côté peut-être un peu polyvalent et impact de par le fait d'être un peu mis partout, que à l'inverse on n'a pas du tout chez DeRozan. C'est vrai que DeRozan, s'il n'a pas la balle entre les mains, il est quand même un peu moins utile qu'un Jaylen Brown. Donc voilà, c'est un peu le topo. Moi j'avais... Vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, mais c'était juste pour dire que c'est vrai que vu comme ça, en fait, si tu pondères un peu l'utilité du joueur dans un système, t'as plus envie d'avoir Jaylen Brown, à part si tu fais du joueur, si tu dois choisir pour avoir ton option numéro 1, où là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on prend DeRozan, même si ça n'ira pas forcément très très loin. Mais c'est vrai qu'en fait, Jaylen Brown est plus malléable, j'ai envie de dire, que DeRozan, mais c'est dur de faire un moins malléable que DeRozan aussi, pour un système. Donc vu comme ça, c'est vrai qu'en fait, il peut un peu glisser quoi. Disons que, en plus, Jaylen Brown a aussi un gros volume de scoring avec pas mal de création, mais il a en plus ce que n'a pas DeRozan, c'est-à-dire il a aussi une valeur quand il n'a pas la balle entre les mains. Donc ça peut
On peut trancher comme ça. Moi, je l'avais même peut-être derrière Markkanen, mais on va couper la poire en deux pour l'instant. On va le mettre entre les deux, si ça te va. Toi, tu voulais le mettre devant Jalen Brown et je voulais le mettre derrière Markkanen. Mettons-le entre les deux. Ce sera le bon compromis, je pense, pour l'instant. En tout cas, le moins mauvais des compromis, puisqu'on n'est toujours pas sûr de ça. Je pense qu'on devrait en reparler de DeRozan. Mais faisons comme ça, si ça te va. Très bien. Et donc, petit quiz pour finir, puisqu'on ne fait pas des gros quiz comme sur la centaine, mais on fait des petits quiz pour rappeler les meilleures actions de NBA de 2023. Et donc, c'est des kicks sur le terrain. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain ? Nous sommes le 23 décembre 2022. C'est un tir clutch face aux Knicks, évidemment, puisque toi, le fan des Knicks. Est-ce que tu t'en souviens de ce tir ? Alors non, parce que la fin décembre, tu me prends au dépourvu, j'étais en pause NBA. Alors je peux t'aider, c'est un tir clutch en toute fin de match, donc à quelques secondes à peine à jouer. Par-dessus notre ami Quentin Grimes. Ok. Alors du coup Quentin Grimes. Tout à fait. Alors Jalen Brunson. Oui, Brunson est sur le terrain, oui. Julius Randle. Randle est sur le terrain, oui. RJ Barrett. Tout à fait. Toute façon, en fait, je pense que si elle est 4 là, il ne doit pas y avoir Quickley. Il n'y a pas Quickley. Il tournait souvent comme ça, et donc ça doit être Mitchell Robinson en 5, je dirais un peu classiquement. Tout à fait. Mitchell Robinson en 5. Le 5 classique. Et alors au Bulls, DeRozan, Lavine. Ouais. Vucevic. J'ai du mal à voir quelqu'un d'autre au poste 5. Tout à fait. Il a pas mis. Est-ce qu'il y avait, pour jouer les Knicks, je pense qu'il doit y avoir un Pat Williams. Oui, tout à fait. Et le dernier, je suis presque sur un 10 sur 10. Je vais dire Caruso. Et non, c'est une erreur. Ce n'est pas Caruso. C'est un autre arrière défensif. Dosunmu. Exactement. Ayo Dosunmu, qui est sur le terrain au moment de ce tir-là, qu'on vous invite bien entendu à aller revoir en même temps que nous, ou à jouer avec nous. C'est un peu tout le principe, évidemment. Eh bien, très bien, avançons. Tiens, attaquons-nous à notre cas un peu difficile, celui de Scottie Barnes. Restons un peu sur le thème Raptors. Ouais. Scottie Barnes, je te fais le topo rapidement avant de te lancer. 35 minutes de jeu par match, Scottie Barnes, 77 matchs cette année, 90 de true shooting plus, donc moins 10% par rapport à la moyenne, c'est quand même une grosse inefficacité sur un volume de 20%, donc volume assez modeste toutefois. Très simplement, je pense qu'on peut dire saison un peu décevante pour Scottie Barnes. Très décevante, très décevante. Parce qu'en fait, il y a une régression en termes d'efficacité, il y a une régression... offensivement, il y a une régression, en tout cas au scoring. Il passe de 98 à 90 de true shooting plus. Alors, il n'est pas aidé par le système de Toronto où il n'y avait pas de playmaker principal et finalement... c'était presque lui le meilleur playmaker, j'ai envie de dire, ou pas loin, c'était assez réparti, mais bon voilà. C'était un peu le cas déjà l'an dernier, non ? On avait à peu près les mêmes pièces en place. C'est vrai, mais Toronto marchait mieux, il y avait une meilleure synergie collective. Je pense qu'il y a eu un phénomène de confiance aussi qui a un peu joué avec Barnes, mais. Je pense que le premier truc à dire, c'est qu'il y a une régression au scoring qui est flagrante et implacable, quoi. Effectivement. Effectivement, il y a un peu... honnêtement, je me posais la question de ce qui doit être dans la liste ou pas. Parce qu'on est quand même sur une assez grosse inefficacité. Et tu vois, par exemple, on peut me reprocher de ne pas avoir mis Paolo Banchero dans la liste un peu pour ça, qui doit être dans les mêmes eaux d'inefficacité à peu près que Scottie Barnes. Après, c'est vrai que déjà, ça se fait sur un plus gros volume pour Paolo Banchero. Le scoring, c'était il a un peu que ça, alors que Scottie Barnes a aussi d'autres aspects, notamment de passing, mais en plus de défense. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'il s'en sort, mine de rien, Scottie Barnes. Mais effectivement, il y a cette question de comment est-ce qu'il est passé de à peu près au niveau de la moyenne, donc plutôt un bon scoreur pour quelqu'un d'aussi jeune, on va dire, à ce point inefficace. Comment ça se fait ?
Comment ça se fait ? Est-ce qu'on a une panne d'efficacité à 3 points qui peut en partie donc expliquer à quel point ça descend d'un coup et du coup avec un aspect peut-être aléatoire de la réussite à 3 points, parfois elle est là, parfois elle est pas là, c'est plus aléatoire qu'un niveau de jeu. Et en l'occurrence, non, c'est pas trop le cas. On est passé de 30% l'an dernier à 3 points qui était déjà très mauvais à 28. Donc, on est dans les mêmes eaux, on va dire, et en plus c'est pas des volumes énormes à 3 points qu'il prend. On est sur moins de 3 par match. Mais par contre, les tirs à 2 points, on est passé de 54% sur tous les tirs à 2 points à 50%. Donc on a une baisse générale sur les tirs à 2 points, sachant que ça baisse un peu partout en fait. Au niveau des longs tirs à 2 points, ça baisse un peu de 38 à 35, bien en dessous de la moyenne. Au niveau des tirs un peu dans la short mi-distance autour du panier, on est passé de 45 à 41. Au niveau du panier en lui-même, on est passé de 71% à 66%. Donc voilà, en fait, il a un peu baissé au niveau du scoring un peu partout. Il n'y a pas une zone du terrain qui ressort, il n'y a pas un tir qui ressort, il n'y a pas une action qui ressort. Il a été tout simplement moins efficace. Et tu vois, même, il y a une stat qui me dérange un peu, c'est qu'il est au niveau des drives, des tirs en fin de drive, 1,02 points par tir sur des tirs en fin de drive. C'est 90e sur 112 parmi les joueurs à plus de 6 drives par match. 112 joueurs à plus de 6 drives par match en 2023. Il était 90e sur 112. Et c'est vrai que c'est un peu dérangeant. C'est un peu décevant peut-être plutôt pour le reformuler parce qu'on a affaire à quelqu'un qui était un porteur de balle plutôt à l'aise avec le ballon, mais que surtout très grand, avec des qualités athlétiques. On s'attendrait peut-être à un peu mieux que ça, quoi. C'est vrai que sa saison rookie et son début de saison rookie avaient été surprenants de par son efficacité, parce qu'en fait, quelque part, le scoreur en année rookie, on l'attendait plus aux alentours de ce qu'il a fait cette saison. Quelque part, il était très 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 brut en fait. Le produit était très brut offensivement et c'était ultra encourageant. Surtout ce short mid qui était très très intéressant pour sa saison rookie. Et en fait, le fait qui baisse un peu partout en efficacité, alors moi c'est peut-être une théorie un peu fumeuse. Alors je pense qu'il y a deux choses qui ont joué. Il y a la maximisation du joueur, l'optimisation du joueur qui a été moins bonne cette année. Je trouve que globalement, en fait, comme j'ai dit, un peu tous les Raptors ont fait une moins bonne saison. Cette année, c'était la 28e équipe en termes d'adresse à 3 points, tout simplement. Donc très très mauvais. Et Scottie Barnes, c'est un joueur, par le profil, on comprend vite qu'il a besoin d'un spacing. Alors attention, l'année dernière, c'était pas non plus exceptionnel, mais je crois que c'était 22e, si je dis pas de bêtises. Il y a quand même un petit décrochage là-dessus, même si c'est que 1 ou 2%, ça peut paraître pas grand-chose, mais ça joue quand même. Et en fait, moi j'ai presque l'impression que le Scottie Barnes qu'on a vu cette saison, c'est peut-être le vrai Scottie Barnes. Et alors, ça c'est vraiment un ressenti que je vais dire, mais je me souviens qu'il avait commencé très très fort son année rookie, et que ça avait un peu baissé au fur et à mesure de la saison. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'était pas une baisse, c'était plus en fait le début qui était une hausse. Je sais pas si... Oui, tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. J'essaie de voir si je peux le calculer en 2 clics, mais ça va être un peu compliqué. Mais effectivement, on a quelqu'un qui est pas très efficace. Après, on sait pas du tout, comment dire, c'est toujours pas inquiétant. On est sur un joueur qui est très très jeune, à peine 21 ans. Oui. Il faut quand même se rendre compte de ça. Donc là, on est un peu obligé de décrire la valeur du joueur, évidemment. Mais donc, on est un peu obligé de le prendre en compte, bien sûr. Mais voilà, on a cet aspect où il est pas efficace, et c'est un peu dommage d'ailleurs, pour ajouter aussi au côté drive notamment, il va pas beaucoup sur la ligne des lancers francs, il n'arrive pas beaucoup à provoquer de fautes. D'ailleurs, je crois que son taux de lancers francs est plus petit que la moyenne. Il est en dessous de la moyenne de NBA au niveau du taux de lancers francs. Et c'est vrai que voilà, il est encore très jeune. Je pense que ça viendra peut-être un jour, on espère en tout cas. Mais on va dire que quelqu'un avec de telles qualités physiques et athlétiques, on pourrait un peu plus faire son beurre sur ce côté provoquer des fautes. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que une fois qu'on a mis un peu de côté le côté scoring, déjà on peut dire que c'est sur un petit volume, donc c'est pas comme s'il y avait des tonnes de... Enfin en tout cas, il y a moins de valeur qui fuit d'être à ce point inefficace sur 20% que si tu le faisais sur 35% d'usage. Voilà, soyons clairs. Il y a un peu cet aspect-là, et surtout, il a d'autres aspects où il arrive à être un joueur précieux pour son équipe. Il a un rôle de créateur, et par là, créateur, j'entends aussi passeur notamment, donc un peu initier l'attaque. Donc il y a cette valeur-là d'initiateur, en plus passeur depuis un poste un peu délié, voire intérieur, ça a pas mal de valeur. Et puis la défense aussi, où là on était déjà, d'ailleurs son année rookie, sur un défenseur extrêmement intéressant. Et pour moi, c'est un peu comme ça que je l'ai sauvé, et
qui va être dans la liste, à mon avis, dans le top 100. Peut-être la fin du top 100 à cause de l'inefficacité, mais pour moi, c'est comme ça qu'on a tout de même un joueur intéressant. C'est le côté passing et défense, en fait. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est en fait ce qui joue au premier abord, le true shooting plus, l'efficacité un peu. En fait, sur toutes les zones du terrain, ça fait très peur. Même comme tu as dit, hein, pour son physique, ne pas arriver à provoquer des lancers francs, il est à peu près à la moyenne. Hein, mais c'est assez inquiétant pour un joueur de ce gabarit. Mais le profil, en fait, ce qui joue pour Scottie Barnes, c'est son profil. En fait, avoir un joueur qui est un ball handler, un créateur et de cette taille, du coup, depuis le poste 3, 4, enfin, 3, 4 comme ça a énormément de valeur parce que ça te permet de jouer défensivement, théoriquement, avec avec des joueurs plus grands, en fait, puisque c'est lui ton ball handler, peut-être pas principal, mais tu n'as pas besoin de ball handler un peu classique, ou moins en tout cas. Ouais. Finalement, Toronto n'a pas vraiment exploité dans ce sens-là, mais le défenseur est assez génial. Déjà, il y a une envergure immense, et c'est un vrai playmaker défensif. Moi, c'est ça que j'aime bien. Ouais. C'est un vrai playmaker défensif. Je trouve. Alors, du coup, pour un poste d'ailier, sa protection d'arceau est plutôt intéressant. Alors, c'est pas l'impact d'un défenseur, mais c'est un peu dans la même veine qu'un. On va en parler après, hein, mais un Jaden McDaniel, c'est peut-être juste en dessous du protecteur d'arceau en termes d'impact défensif, quoi. Oui, c'est un peu un intérieur polyvalent, en fait. C'est-à-dire, c'est pas complètement le protecteur de panier, mais tout de même, quelqu'un qui a un plutôt gros volume sur la défense off-ball. Et en plus, lui, il a aussi une polyvalence sur l'homme, où on l'a vu que l'an dernier, il défendait Harden en playoff, je crois, notamment. Et donc voilà, on a ce profil où non seulement il a un volume loin du ballon, même si c'est pas non plus un intérieur, mais en plus, si on rajoute la polyvalence sur l'homme, où en fait, il est placé sur à peu près... peut-être pas tout le temps sur le meilleur attaquant en face, mais assez régulièrement, et en plus sur des profils d'attaquants assez différents. Donc pour moi, ça a aussi pas mal de valeur. Et donc, si on avance sur le classement, vers où tu l'imaginerais? Alors là, c'est la question piège, là. Parce que, quelque part, quand je juge juste le profil, je trouve que ça peut avoir tellement de valeur, ne serait-ce que si le scoreur arrive à être au niveau de la moyenne ou à peu près. En fait, 10% de moins 10% de moins par rapport à la moyenne, je trouve, c'est quand même énorme, mais c'est pas négligeable. Faut bien comprendre que de 90 à 100, enfin ça va être très bête dit comme ça, mais de 90 à 100, il y a autant que de 100 à 110. Et 110, c'est vraiment les joueurs d'élite, c'est des joueurs... Attends, je calcule, hein. Je calcule 90, 100, ouais, 100 à 110, ouais, c'est bon, effectivement, c'est le même écart. Non mais voilà, et du coup en fait l'effet miroir c'est que 90 du coup c'est très très faible en fait, c'est vraiment très très faible. Oui, tu veux dire en fait tu essaies de modéliser en disant que le score d'efficacité moyenne, on est autour de la moyenne, donc autour des 100 de true shooting plus, et les mecs qui sont à 110, on est déjà sur une zone de superstar. Donc effectivement, si tu prends un peu cette marge dans l'autre sens, être à 90 de true shooting plus par rapport à 100, c'est effectivement pas juste un peu en dessous, il y a aussi un vrai écart de ce côté-là, c'est ça que tu veux dire surtout. Exactement, oui, c'est ça, c'est presque une superstar négative quelque part. Il a l'avantage de ne pas avoir un trop gros volume, mais bon, pour en revenir au classement, c'est vraiment pas facile. J'ai imaginé en dessous de Jeremy Grant, à peu près dans cette zone-là, mais quand même au-dessus d'un. J'ai envie de sauver Enfin, je l'imagine pas être derrière Bud Hill, par exemple. Ah oui, Bud Hill qui pour l'instant est tout dernier, ouais. Et tout dernier, voilà. Donc, si je devais donner un range, ce serait entre 25 et 29, je dirais, sur le classement actuel. Ok. J'avoue que j'étais légèrement plus haut, alors. Peut-être légèrement, mais ça peut se descendre. Moi, j'étais entre KCP et Grant Williams, qui sont pour l'instant 23e et 24e, et sachant que Jeremy Grant est 25. Mais c'est là aussi où peut-être, en effet, falloir rediscuter de la place d'Anunoby, qui pour l'instant semble très haut devant. Oui. En termes de distance, je suis pas sûr que j'aurais aimé une telle distance entre les deux. Anunoby un peu plus efficace, mais avec beaucoup moins d'impact offensif. Donc voilà. Et donc toi, tu disais derrière Jeremy Grant. Ou devant. Non, peut-être devant quand même. Devant Jeremy Grant.
derrière Grant Williams. Sachant que Jeremy Grant lui-même, on va peut-être le remonter. Donc, oui, je ne sais pas. Là. Après, moi, je me dis, tu vois, par rapport à Grant Williams, je pense que je le mets un peu devant Grant Williams parce que défense avec peut-être plus d'impact, peut-être, en plus avec un statut plus grand de 35 minutes par match, et en plus de la création, on a dit un peu sur le passing, mais j'irai peut-être pas jusqu'à le mettre devant des KCP ou Barnes qui sont très efficaces, quoique, je ne sais pas. C'était un peu ça mon... Quelque part, le profil apporte quand même énormément comparé à un KCP ou un Barnes. Maintenant, c'est à quel point, en fait, le scoring est un malus pour lui, quoi. Oui. C'est quand même, peut-être j'étais un peu dur, sans doute, le remonter, peut-être, voilà. Même au final, est-ce que c'est vraiment si moins, enfin, pardon, je vais reformuler ma phrase. Est-ce que c'est tellement moins bon que ça qu'un Clint Capella en termes d'impact? Peut-être que, je sais pas, mais oui, l'écart avec Anunoby est assez choquant si tu le places au niveau d'un KCP, je trouve aussi. Ouais, effectivement. On est encore avec un joueur avec une grosse fourchette. Ouais. Écoute. Plantons la fourchette au milieu alors, pour être sûr. Non, mais je vois ce que tu veux dire et effectivement, j'imagine assez bien la fourchette assez basse. Comment dire, quelqu'un qui aurait une pondération assez négative de certains de ses défauts descendre derrière Quentin Grimes. Mais je vois bien aussi quelqu'un le monter limite zone Capella, Tyrese Maxey. Donc si on tape au milieu, peut-être que c'est là où il y a le moins de risques. Oui, bah quelque part, si tu apportes beaucoup de valeur au profil et à ses qualités, je comprends que tu puisses le mettre dans un range 20-21 aussi. Hein. C'est pas non plus déconnant. Écoute, mettons-le du coup derrière KCP alors. D'accord. Parce que si on essaye de prendre en compte la saison, Barnes et KCP ont été efficaces dans leur rôle, donc il y a peut-être cet aspect-là. Oui. Peut-être. Bon, faut avancer, sinon je vais commencer à débattre avec Tyrese Maxey qui est plus haut. Mais ok, très bien, mettons-le là. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 9 avril 2023. Attention, la date est importante. 9 avril. C'est un dunk 360 contre Milwaukee. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce dunk en 360 contre les Bucks? Là, du coup, je suis un peu moins à l'aise, puisqu'avant c'était une fin de match, donc je pouvais dire que les meilleurs joueurs étaient sur le terrain. Là, ce serait un peu moins le cas. Donc je vais dire Scottie Barnes. Oui. Je sais. Alors, Gary Trent Jr. Oui, effectivement. Il me semble que Siakam n'a pas joué les derniers matchs, donc. Non, il était sur le banc. Il applaudit sur le banc. Ah ben voilà. Jacob Poeltl, du coup. Non plus. Peut-être. Precious Achiuwa. Oui, tout à fait. Ok. Alors j'en ai 4 à Toronto. T'en as 3. 4 avec Scottie Barnes du coup. Tu as Scottie Barnes, Gary Trent et Precious Achiuwa. Ah oui, pardon. Oula, oui. Pardon. Fred VanVleet n'a pas joué non plus, il me semble. Non. En avril, non, il jouait plus du coup. Ouais, c'est ça. Qui est le backup de Fred VanVleet alors? Alors, il y en avait 2. Il y avait Banton et Malachi Flynn. Oui, c'est Malachi Flynn, ouais. C'est Malachi Flynn. Ouais. Et donc, à l'intérieur, il manquait un jeune à l'intérieur. Chris Boucher? Non. L'autre. Il est plus si jeune. Christian Coloco, du coup. Exactement, Christian Coloco. Et est-ce que tu as des joueurs des Bucks? Alors, il ne devait pas y avoir Giannis, il ne devait pas y avoir Middleton, il ne devait pas y avoir Brook, il ne devait pas y avoir Giroux. Non. Je me souviens qu'ils étaient tous au repos. S'il n'y a pas Brook ni Giannis, il doit y avoir Bobby Portis, peut-être? Tout à fait, il y a Bobby Portis, ouais. Joe Ingles? Oui, Joe Ingles est là. Oh. Je sèche un peu. Le meneur backup qui est très défensif. Javon Carter. Exactement, Javon Carter. On a un ancien de Duke qui aime bien mettre des coups de pied. Ça te dit rien, quelqu'un qui met des coups de pied depuis la fac, ou des coups de pied à des gens, ou qui est vu comme un joueur dirty? Il y avait Myers Leonard? Non. Tu vois pas un petit arrière qui est sorti de Duke? Ah, Grayson Allen. Exactement, Grayson Allen. Et il te manque donc quelqu'un qui a été payé assez cher par les Bucks,
est finalement assez peu utilisé, mais qui a tout de même re-signé chez eux à l'intersaison. Crowder. Exactement, Jay Crowder est sur le terrain au moment de ce dunk, du coup 360 ans. Le 9 avril, donc un peu la fin de saison à la cool. Et donc allons sur Jaden McDaniels, si tu veux bien. 31 minutes de jeu pour McDaniels, 79 matchs, donc plutôt pas mal. 105 de true shooting plus, sur un volume assez modeste de 16% à peine. Bon, en fait, on est très simplement sur la saison de l'explosion pour McDaniels. Clairement, on en a un peu parlé, j'en profite, mais on en a un peu parlé dans le top 25 déjà avec Azad. Mais c'est clair que déjà, il passe de 32 à quasiment 40% à 3 points. Alors, c'est que du catch and shoot, hein, évidemment. Mais en fait, ça fait passer un joueur inefficace à un joueur... ça le fait passer d'un joueur inefficace à un joueur plutôt plus qu'efficace, sur un usage assez faible, on va dire ça comme ça. Mais quelque part, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a un petit bout de création à mi-distance pour lui-même. Il y a vraiment j'ai pas les stats à mi-distance sous les yeux, mais l'impact visuel me donnait vraiment l'impression qu'il avait cette capacité à se créer son tir à mi-distance qui était en train de se développer. Et en fait, le fait qu'il soit efficace rend le joueur ultra valuable, parce que défensivement, il a fait une saison de Jaden McDaniels qui est ce pourquoi il est dans le top 100, je pense. Hein. C'est vraiment que défensivement, c'est un joueur, personnellement, j'aurais pas été choqué plus que ça s'il avait été au NBA Defensive Team. Il l'a pas été, je crois, j'espère ne pas dire de bêtises. Je n'ai aucune idée, je regarde pas trop les votes, moi, depuis un certain temps. Surtout cette année. Tu sais qui a été MVP quand même? Oui, Jokic, ouais. Oui. Non mais voilà. Non mais effectivement, on est en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que les fans de Minnesota étaient au courant à l'époque, au moment du trade de Gobert, puisque donc Vanderbilt, qui était plutôt devant dans la rotation l'an dernier, a été échangé du côté de Utah, et on était tous un peu inquiets, sauf les fans de Minnesota qui disaient non, mais finalement il y a quand même Jaden McDaniels derrière, qui est vu par le front office comme un peu plus prometteur, peut-être pour le côté plus viable en attaque, à mon avis. Ça doit jouer aussi, et donc c'est vrai que McDaniels a ce profil de défenseur qui a un 3 points, ce que n'a pas Vanderbilt. Il a pris sa place de manière magnifiquement bien pris sa place, pardon. Gros temps de jeu, il a fait la défense d'élite sur le ballon, sur les meilleurs attaquants de NBA, sur le poste d'ailier, avec là aussi pas mal même une capacité à switch sur des plus petits même. Donc vraiment un défenseur sur l'homme absolument élite, je pense. Il a totalement fait oublier Vanderbilt, avec en plus donc un shoot que n'avait pas Vanderbilt. Et en plus, c'est vrai que, comme tu disais, il semble y avoir parfois, alors ça reste très rare, mais il y a des très petits flashs offensifs de temps en temps. Ouais, bah complètement. De création après un ou deux dribbles à mi-distance. Et en fait, il est tellement grand, c'est un 6'10", hein. Donc c'est vraiment très 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 grand pour un ailier. Il a une belle envergure, donc c'est complètement incontrable quand il se crée son tir à mi-distance. Mais oui, c'est après on juge que l'existant, donc voilà. Le volume n'est pas encore présent, mais c'est vrai que ça augure de bonnes choses pour Minnesota. Et c'est un peu le pari a été complètement gagnant de leur part, parce qu'aujourd'hui je pense qu'un McDaniels a plus d'impact sur un terrain de basket, plus de valeur positive qu'un Jared Vanderbilt. Bah d'ailleurs, je n'ai pas Vanderbilt dans le top 100 pour l'instant. Peut-être que quelqu'un voudra qu'on pousse un peu sa candidature, mais le fait d'être viable en attaque fait que du coup il a des gros temps de jeu en fait, McDaniels. C'est assez simple, hein. C'est toujours les fameux vases communicants. C'est que même si tu es très très fort en défense, il y a quand même la possession à faire de l'autre côté du terrain à chaque fois, quoi. Tu alternes attaque et défense. Ouais. Et c'est là-dessus où Vanderbilt, tu vois, même en playoff, dans une équipe des Lakers, selon certaines configurations, il pouvait être excellent, mais dans d'autres, il pouvait ne pas exister aussi. D'ailleurs, dans la série contre les Warriors, il démarre très fort.
il démarre tellement fort que les Warriors arrêtent de faire du jeu en sortie d'écran et du coup il sert plus à rien parce que selon le type d'attaque que faisaient les Warriors et comme en plus il était moins bon offensivement, donc Vanderbilt a un peu plus ce côté pour l'instant, hein, je pense un peu plus spécialiste défensif, là où avec McDaniels ce qui est intéressant c'est qu'on a un vrai titulaire, je pense, plus viable des deux côtés du terrain, et avec en plus je pense qu'il a pas le même on n'est pas exactement sur le même type de défenseur. Je pense que Vanderbilt a toujours plus de volume défensif off-ball, notamment. Peut-être plus de polyvalence. Vanderbilt, tu peux le mettre sur des shooters en sortie d'écran plus petits, plus vifs, par exemple. Il va attaquer le rebond aussi de manière exceptionnelle, des deux côtés du terrain d'ailleurs. Donc on n'est pas totalement sur le même type de défenseur, notamment sans ballon, mais je trouve que sur le ballon, vraiment défendre des ailiers ou des mecs qui ont le ballon, McDaniel, ça n'a pas grand-chose à envier à Vanderbilt, au contraire même. Ah bah complètement. Alors après, oui, Vanderbilt, c'est assez intéressant parce que mine de rien, même sur le ballon, on l'a vu défendre Ja Morant, on l'a même vu du coup sur Steph au premier match contre les Warriors. Ouais. Mais McDaniels a c'est assez indescriptible, mais il a une espèce de fluidité et de longueur qui fait que, enfin, il est très à l'aise avec son corps. Par exemple, quand il y a pour naviguer entre les écrans, derrière les écrans, etc. En fait, il a une telle envergure qu'il est capable d'avoir un peu ce côté. J'ai l'impression de voir parfois Michael Bridges, tu sais, qui rattrape juste de par sa longueur en fait derrière les écrans, de par sa longueur de bras. Et c'est vrai que sur le ballon, Jaden McDaniels, il a défendu vraiment tout type de joueurs. Il a défendu même le point of attack parfois, comme tu l'as dit. Donc c'est assez, et même je trouve que, alors c'est pas Jared Vanderbilt comme tu l'as dit, mais même en tant que protection de panier, même si parfois je suis un peu sur ma faim, je trouve qu'il y a des séquences vraiment super intéressantes. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, c'est son association avec Gobert. Je trouve que défensivement, ça a plutôt bien marché dans l'ensemble. Alors le seul bémol aussi, Azad me l'avait souligné à juste titre, comme quoi. Mais Azad, c'est que Jaden McDaniels fait beaucoup de fautes encore pour l'instant. C'est un joueur qui fait encore énormément de fautes et c'est là peut-être un peu son axe de progression presque majeur, j'ai envie de dire, ou un défaut qui est assez facilement gommable et qu'il va gommer, je pense. Bon, maintenant, même si on est dans un exercice où on juge l'existant, mais bon, on est aussi un peu là pour parler des joueurs et des jeunes joueurs, on a un peu envie de se projeter, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, le joueur est super intéressant des deux côtés, mine de rien, avec tout ce qu'on a dit. On se rend compte qu'il y a beaucoup de plus et pas vraiment de moins. Alors, il y a des moins au niveau du profil tout de même. Il est pas du tout créateur. Oui, c'est ça. Et voilà, il pas de passing a priori, même un peu de fluidification. Bon, à part les basiques, c'est pas non plus une plus-value énorme sur le fait d'être un connecteur en attaque. Voilà, il y a pas trop ça. Donc il y a les limitations de son profil, on va dire. Mais dans ce qu'il fait, il le fait très bien. Donc ça, c'est assez intéressant, on va dire. Mais ok. Et donc dans le classement, où est-ce qu'on se projette donc? Mine de rien, c'est un peu la river Scottie Barnes, c'est qu'il est excellent dans ce qu'il fait, mais ce qu'il fait n'est pas un rôle énorme non plus, quoi. Ouais. Ça reste comme tu l'as dit, il est limité de par son profil. et je me rends compte que c'est un vrai enfer en fait à classer ce top 100. Par rapport à d'autres 3&D, par exemple, des Harrison Barnes ou des KCP, tu le mettrais comment? Au-dessus, en dessous? En fait, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire la zone que je viserais, ce serait entre Harrison Barnes et Quentin Grimes, peut-être, dans ces eaux-là, quoi. Donc là aussi, où on a mis Scottie Barnes, pour l'instant. Oui, les deux étaient très proches, on l'a dit au début. Je crois que toi aussi, t'hésitais entre... On peut le mettre là, effectivement. On peut le mettre par là. Un peu en dessous de Scottie Barnes, peut-être... Par rapport à Quentin Grimes, je pense que je le mettrais un peu au-dessus, tout de même. Oui. Parce que Grimes a plus de shoot et de connecting, mais moins de volume défensif, du coup. Donc ça me va de le mettre au-dessus. Et est-ce qu'il va gratter jusqu'à des KCP, Scottie Barnes? On peut le mettre par là, ouais, effectivement. Moi, je l'aurais eu, ouais, au-dessus de Grant Williams, peut-être. Ouais, donc juste à côté de Scottie Barnes qu'on a mis là également. Ouais, juste en dessous, entre Scottie Barnes et Grant Williams, peut-être, ouais. Ok, oui, ça me va. Dans cet ordre-là ou l'ordre inversé? Scottie Barnes et Jaden et Scottie Barnes? Non, gardons Scottie Barnes quand même
Enfin, personnellement, parfois, je sais que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire enfin, qu'il faudrait pas, mais c'est le rôle quand même de Scottie Barnes est bien plus important, je trouve. Je pense aussi, ouais. Et c'est pour ça que on pourrait. Je te disais, limite j'ai envie qu'il aille titiller Tyrese Maxey, Scottie Barnes presque. Ah, mais ça me choque pas. Hein. En y repensant, ça me choque pas. Ouais. Est-ce qu'on le fait pas? Intéressant. On le met avec Capella alors? On le monte un peu de 2 places? Allez. Allez, faisons ça. Oui, c'est vrai que tu vois, il a pas l'efficacité, mais quand même en termes de rôle et de création, il a plus que des Barnes, des KCP. Ouais. Ok, bah faisons ça. Et ça te va du coup qu'il y a ce petit écart entre Scottie Barnes et McDaniels finalement? Oui. Bah, c'est tellement dur. C'est tellement des joueurs qui ont un impact finalement assez proche. Ouais. Que 5 places, ça représente pas forcément énormément non plus, quoi. Oui, effectivement. Ok, eh bien faisons comme ça. Et donc, tiens, vu qu'on parlait de Sacramento, petit quiz, nous sommes le 28 mars 2023 et c'est un dunk assez impressionnant de Jaden McDaniels sur Sacramento et sur un joueur de Sacramento en particulier. Je ne te dis pas lequel pour l'instant, mais tu vas le deviner assez rapidement, je pense. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce dunk de Jaden McDaniels? Anthony Edwards. Oui. Anthony Edwards, Rudy Gobert. Oui. Mike Conley. Tout à fait. Le dernier, c'était souvent Kyle Anderson quand même, mine de rien. Oui, exactement. Kyle Anderson. Le 5 majeur presque. Classique, ouais. Ok. Alors Domantas Sabonis. Exactement, c'est lui qui se fait postériser, ouais. Ouais. Je crois que je l'ai en tête, le dunk, peut-être que je confonds. Sabonis, je vais aller sur les classiques, hein. Fox. Oui. Werther. Pas Werther, non. C'était l'autre. Ah, Monk. Exactement, Malik Monk. Harrison Barnes. Oui. Et moi je vais jouer classique, hein, mais Keegan Murray du coup. Exactement. C'était le quiz facile du jour. Donc, oui, ça va. Tu es arrivé brillamment, en effet. Très bien, eh bien avançons. Passons à qui d'ailleurs? Qui est-ce qu'on n'a pas fait encore? Ah bah tiens, Desmond Bane. Passons à Desmond Bane. Donc 32 minutes par match pour Desmond Bane, 58 matchs, 104 de true shooting plus sur 26% d'usage en termes de volume de responsabilité. Et c'est vrai que, en fait, pour te lancer, année après année, on voit qu'il continue de s'installer de plus en plus dans la rotation et dans la hiérarchie NBA. Ouais, complètement. Chaque année, il passe un petit step, j'ai envie de dire. Et je pense que le premier truc à dire avec Desmond Bane, c'est que c'est même peut-être sous-évalué, mais c'est sa gravité de shooter, qui est vraiment parmi les tout meilleurs de NBA. Oui. Je pense qu'on est d'accord. Mmh. En carrière, il y a 42,5% en carrière. Et c'est un peu le même truc que j'ai dit avant, mais on banalise souvent le fait d'être au-dessus de 40%, mais là, il y a quand même plus 2,5% en carrière. C'est assez énorme. Et surtout, cette saison, Desmond Bane, en pull-up, il y a 40%. Il y a 40% en pull-up. Donc, c'est assez incroyable. Et ce qui est assez incroyable, c'est l'image de Desmond Bane qu'on a, c'est peut-être un joueur un peu qui fait beaucoup de catch and shoot, etc. Mais il a quasiment autant de pull-up que de catch and shoot. Et peut-être qu'il fait beaucoup de pull-up, mais après un dribble. Ouais, mais en fait, non, parce que après 2 dribbles, entre 3 et 6 dribbles, ou plus de 7 dribbles, son efficacité, c'est toujours la même. En fait, en gros, peu importe le tir qu'il prend à 3 points, c'est 40% Desmond Bane. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui rayonne sur absolument tout son jeu, je trouve, et qui lui facilite beaucoup de choses. Alors, je sais pas si peut-être que je commence trop vite tout de suite, parce que j'ai énormément de choses à dire sur Desmond Bane. Mais c'est vrai que Desmond Bane, c'est vraiment le joueur dont je me suis fait le plus de matchs pour préparer cette émission, et sa gravité de shooter, elle se fait ressentir dans tous les aspects. C'est-à-dire que, par exemple, sur les end-off ou quand il prend un pick, etc.,
bah en fait, si à mi-distance, vu qu'à mi-distance, il est aussi excellent parce qu'on est vraiment sur un shooter d'élite, quand il commence à s'élever à mi-distance, bah le défenseur adverse, du coup intérieur adverse, va avoir tendance à monter sur lui. Et là où il est très fort, Desmond Bane, c'est pour trouver ce joueur sur des passes du coup simples, vu que le défenseur intérieur monte sur lui, il trouve cette passe pour son intérieur. Je l'ai vu pas mal. Alors peut-être que c'est que sur les matchs que j'ai regardés, je sais pas, mais j'ai vu pas mal faire ça, c'est-à-dire prendre un écran, s'élever à mi-distance pour prendre le shoot, sauf que du coup le défenseur intérieur monte sur lui et lui sur une passe très simple en fait, dans son mouvement de tir, il va décaler son intérieur et faire 2 points faciles. Et c'est vrai que c'est peut-être la nouveauté cette saison avec Desmond Bane, c'est sa création pour les autres qui a connu un autre step. Je trouve personnellement, c'est vrai que si on parle un peu de chiffres, en termes d'assist pourcentage, il est quand même passé de 13 à 20%. Donc c'est assez énorme et je trouve qu'il y a une vraie progression dans les lectures et mine de rien, c'est avant tout permis par sa gravité de shooter qui lui facilite énormément de choses. Et comme dit, c'est pas que un shooter en catch and shoot, c'est un shooter qui peut dégainer absolument dans n'importe quelle situation. Alors moi, le petit un peu nuance que j'avais avec lui, c'était finalement son nombre de matchs parce qu'il y en a que 58 entre guillemets, que 58 parce que il y a eu une blessure, mais c'est vraiment un joueur que je trouve qu'on sous-évalue un peu et qui fait à peu près tout bien. Ouais. C'est-à-dire qu'il est absolument élite à 3 points, il est élite à mi-distance. Finalement, il y a que au cercle où il est un peu moins bon. Mais bon, ça reste 62% au cercle au final. Même s'il est pas très bon par rapport à la moyenne, ça reste un tir très rémunérateur. Et en fait, j'étais presque surpris de voir que son true shooting plus n'était que à 104, tellement il me donnait cette impression d'être facile quelque part. Oui, en effet, c'est. Alors, juste pour dire également, au niveau des pull-ups, vu que tu l'as abordé, les pull-ups après 3 dribbles, on est à peu près à 1,5 par match cette année. Contrairement aux pull-ups entre 1 et 2 dribbles à peine, donc qui sont des pull-ups techniquement, mais pas vraiment des pull-ups dans l'esprit, on va dire, pas vraiment créés par lui-même et totalement. On est à un peu plus de 2 par match. Donc voilà, moitié-moitié pour les pull-ups si on dissèque un peu, mais effectivement, je trouve que au-delà de ces stats-là, même si on prend du coup les mi-distances, je te rejoins sur le côté, son volume continue d'augmenter, et même plus que le volume, la diversification justement. On le sent plus à l'aise pour des tirs en sortie de dribble. Alors, pas forcément non plus sorti de nulle part face à un défenseur, face à une défense arrêtée, etc. Mais c'est pas que le shooter qui fait des sorties d'écran, et s'il y a trop de monde sur lui, il peut pas dégainer, quoi. Il y a aussi un aspect maintenant un peu plus à l'aise pour des pull-ups dans la continuité ou pour amplifier un décalage avant de se remettre dans un fauteuil ou ce genre de choses. Donc ça c'est bien. Et c'est vrai que l'autre aspect que je voulais souligner surtout, c'est que son efficacité, au final, en carrière, elle a toujours été stable. C'est-à-dire que là, il est à plus 4% cette année. Les deux années avant, on était à plus 5%. Bon, voilà, on est au même niveau. Mais par contre, ce qui est assez impressionnant et ce qui est à noter, c'est que son volume n'arrête pas d'augmenter depuis 3 ans. C'est-à-dire que il est tout aussi efficace que son année rookie, mais son année rookie, il était efficace sur à peine un volume de 16%. Ensuite, c'est monté à 23%. Il a maintenu son efficacité et c'est monté cette année à 26%. Un volume, on va dire, de deuxième ou grosse troisième option d'équipe, et il est toujours aussi efficace. Donc ça, en soi, c'est un accomplissement d'être toujours aussi efficace sur un volume de plus en plus grand, je trouve, déjà en soi. Et même au niveau de son profil de tir, une stat aussi intéressante, c'est à quel point est-ce que ses paniers étaient assistés. Et là, on le voit à l'évolution, puisque son année rookie, il était à 82% de ses paniers qui étaient assistés. Donc 82% de ses tirs étaient créés par autrui, on va dire, consécutifs à une passe décisive. Alors qu'ensuite, donc, c'est passé à 70% l'an dernier, et cette année, 60% à peine. Donc on est beaucoup plus sur un profil de créateur cette année que ça pouvait être le cas par le passé, l'an dernier, mais surtout même son année rookie. Donc non seulement le volume augmente, mais même son profil de tir évolue, et c'est aussi comme ça que tu disais, on n'a pas à faire juste un shooter en sortie d'écran. Mine de rien, on a aussi un créateur de jeu, même si ça se fait de manière un peu indirecte, en fait. Oui, complètement. Et c'est cette diversité qu'il a travaillé et qu'il a maintenant, qui fait qu'il arrive à passer ses caps d'usage, donc pour caricaturer, de passer de 15 à 20 et de 20 à 25, même si c'est un peu plus, c'est 23 en année 2, et là c'est encore en plus. Mais c'est aussi grâce à cette palette qui est diversifiée qu'il arrive à passer ces steps d'usage
tout en ne baissant pas son efficacité. C'est parce qu'en fait le score est beaucoup plus complet. Et c'est vrai que le step back aujourd'hui, par exemple, de Desmond Bane, il est assez impressionnant en fait, même de comment dire, d'amplitude, je trouve. Je n'avais pas ce souvenir et ça m'a frappé, mais de l'amplitude qu'il a par exemple sur ses step back. Et oui, le créateur pour lui-même a progressé, et en fait l'un dans l'autre, vu que le shooter est plus dangereux, enfin le score est plus dangereux, sa panoplie est plus complète, quelque part les défenses ont tendance à resserrer sur lui, et il est de plus en plus à l'aise avec ça aussi, je trouve, personnellement. Alors après, moi j'avais une question pour toi un peu, je vais retourner l'échiquier, mais je sais pas trop, tu en penses quoi de sa défense à Desmond Bane? C'est un peu tout le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait avec, à quel point est-ce que la défense le tire vers le bas ou pas. Je pense qu'on est vraiment sur un défenseur au niveau de la moyenne, voire même un peu au-dessus. Vraiment, pour le coup, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de valeur qui fuit de ce côté-là. De toute façon, avec son profil physique, son manque d'envergure de bras, hein, très, très simplement, Ouais. bah, il va pas avoir un impact loin du ballon qui va être très grand, hein, sur tout ce qui est le playmaking défensif, les rotations au panier, ce genre de choses. Mais je trouve qu'on est tout de même sur quelqu'un qui est un plutôt bon défenseur positionnel, comme j'ai l'habitude de dire, qui peut être un peu vulnérable face à certains match-up d'explosivité ou de puissance ou de taille sur le ballon, mais qui globalement se débrouille plutôt pas mal, je trouve, avec un bon niveau d'implication au moins là-dessus, même si donc comme dit, il a des défauts de certains match-up ou mismatch, mais voilà, je pense qu'on est tout de même au niveau moyen avec un bon défenseur positionnel et qui essaye, et ça c'est assez important. Mais tu vois, il y a aussi ce truc où son envergure de bras, on la voit en défense, son manque d'envergure de bras, mais aussi en attaque sur les drives, parce que effectivement, on peut dire des chiffres assez intéressants au niveau du shoot, un peu partout. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas une efficacité générale aussi bonne que ça? C'est parce que, oui, c'est un créateur de jeu un peu indirect, c'est-à-dire que ça va pas être des pick and roll balle en main, mais il peut créer du jeu, il peut être le créateur de décalage à partir duquel on organise un peu des séquences de jeu sur des sorties d'écran, sur des dribble end-off ou ce genre de choses. Donc il y a ce côté-là, mais il n'a pas non plus une création pure et frontale de très haut niveau. Ça, je pense qu'on sera d'accord avec un aspect de, des limitations de un peu de taille par rapport à son poste, de verticalité. Il est pas très vertical, il monte pas très haut non plus en termes de qualité athlétique, et en plus l'envergure de bras. Donc ce qui fait qu'au final, tu vois, c'est un peu, on avait un peu le même. Si tu regardes Klay Thompson, c'est un peu pareil. Klay Thompson, il a des pourcentages à 3 points qui sont phénoménaux. Tu regardes l'efficacité générale et tu te dis, ah ouais, finalement, c'est pas si haut que ça comparé à d'autres. Et c'est qu'en fait, le 3 points, c'est bien, mais les tirs les plus rentables, ça reste panier, et layup et lancer franc. Donc voilà, il y a le profil Desmond Bane ou Klay Thompson où, même s'ils sont fantastiques à 3 points, ils vont pas être au niveau de certains créateurs offensifs, on va dire, parce qu'il n'y a pas ce drive, il n'y a pas cette capacité de créer balle en main, il n'y a pas les lancers francs non plus, évidemment. Et tu vois, même j'avais noté un truc au niveau des isolations. Déjà, il a fait que 40 isolations cette année. Donc même pas une par match, et avec une efficacité qui est assez abyssale, hein. 0,65 points par possession, 11e centile de toute la NBA, donc à peine mieux que 11% des joueurs NBA. Donc voilà, c'est un profil intéressant, mais qui a ses faiblesses. En l'occurrence, si tu l'utilises pour ses qualités de création de jeu indirect, c'est très bien. Après, c'est vrai qu'on peut pas enlever la nuance que sur la création frontale, il est quand même beaucoup moins bon que d'autres. Oui, même il a progressé, comme j'ai dit, mais je pense que là, il a presque déjà atteint son plafond de verre en tant que créateur. Comme tu l'as dit, hein, il a pas l'envergure déjà pour aller trouver des angles au panier comme je sais pas, je sais que par exemple Jalen Williams, que j'ai pas mal regardé en ce moment, il a une capacité à trouver des angles, ne serait-ce que par son envergure assez phénoménale. Desmond Bane a une envergure négative, enfin très petite envergure, quoi, qui lui permet pas ça, et le handle n'est pas non plus au niveau il peut pas manipuler une défense, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tout réside dans sa création pour lui et pour les autres. Surtout, tout réside de par sa dangerosité de shooter, qui est, comme j'ai dit, absolument élite. Mais du coup, on n'est pas sur un joueur comme ça, un porteur de balle principal. Voilà. Et donc, classement.
Où est-ce qu'on l'imagine classement? Bah, tu vois, je trouve que c'était très serré avec DeRozan, mais un peu pour ce que tu avais dit avec Jaylen Brown, c'est-à-dire que je préfère avoir Desmond Bane. Je trouve que son rayonnement va être meilleur. Sa défense est moins problématique qu'un DeRozan. Donc moi, je l'avais à peu près. En fait, je l'avais dans les mêmes eaux que DeRozan, c'est-à-dire niveau Bradley Beal au final. D'accord, donc tu l'avais encore devant DeRozan. Oui. J'avoue que moi, c'est là où je pondère plus le côté justement création balle en main de DeRozan. Peut-être, même si effectivement il est un peu meilleur défenseur, évidemment Desmond Bane, je pense. Mais j'ai du mal quand même à le voir aller au-dessus de DeRozan. Moi, je l'avais un peu plus bas. Je l'avais en dessous d'Aaron Gordon, pour le coup. Aaron Gordon qui est 13e actuellement, je crois, à peu près dans cette zone-là. Oui. Donc, on a du Bradley Beal pour l'instant sur toi, ta fourchette haute. Bradley Beal, Jaylen Brown, DeRozan, on a mis. Lauri Markkanen, Evan Mobley, Aaron Gordon. Moi, je l'avais un peu derrière Aaron Gordon. Mais tu vois, mais en fait, même un Lauri Markkanen, j'ai du mal à le voir dépasser parce que on est un peu dans le même profil, le même profil un peu de quelqu'un qui va plutôt être un finisseur, qui est plutôt efficace sur ce genre de shoot. Voilà, et Markkanen est plus efficace, pardon, justement. Donc, Oui. je sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas, aucune idée. Oui. Bah, tu juges un peu au final. C'est des profils de scoreurs et le scoreur Markkanen est meilleur, quoi. Bah oui, de facto, ouais. De facto, il est meilleur. Non, mais c'est vrai, mais moi, en fait, du coup, peut-être que l'un dans l'autre, c'est peut-être en fait le placement peut-être de Jaylen Brown que j'ai pris un peu comme repère, Oui. qui m'a un peu biaisé, peut-être que. Jaylen Brown, tu l'imaginerais plus bas, alors c'est ça? Bah, peut-être derrière Markkanen, et dans ce cas, ouais, ouais, bon, c'est un pôle pas facile à placer, tu vois. À classer, pardon. Un pôle pas facile à classer, là. Brown, Markkanen, Mobley, je trouve que c'est des profils qui se valent beaucoup en fait. Et donc après j'ai quand même tendance à mettre Bane, je sais pas, au-dessus. Je trouve que ce qui crée de par son mouvement, etc. est plus important que Markkanen, mais Markkanen est plus efficace, donc c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Markkanen est largement plus efficace cette année en plus. Oui. Sur des volumes très similaires. En plus, Markkanen, il a ce truc de. En plus, bah, c'est un pivot, c'est un intérieur, donc ça crée aussi d'autant plus de spacing. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'étais un peu bas du coup au début, donc peut-être remonter par rapport à ma position initiale. Ouais. Donc après, la question c'est au-dessus ou en dessous de Markkanen. Du coup, si on tombe d'accord un peu là-dessus. Ouais. Quoique. Evan Mobley quand même, hein. Evan Mobley. L'attaque, il y a certaines limitations, mais tellement bon défenseur aussi. Tu vois, je sais pas, c'est pas. J'ai aucune idée. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'est marrant aussi de voir du coup peut-être la différence entre un Mobley et un Gobert. Est-ce qu'elle est si grande que ça? J'avais pas tilté, mais c'est bon. C'est vrai que Mobley est quand même un impact défensif qui pourrait le faire passer devant Markkanen, quoi. Tu mettrais Evan Mobley devant Markkanen éventuellement? Je serais pas choqué en tout cas. Ouais, je pense que je le ferais, ouais. Je pense que je le ferais. Enfin, quoique Markkanen est quand même à 110 de true shooting plus. Oui. Oui, effectivement, grosse efficacité, gros volume. Et Evan Mobley avec certaines limitations aussi offensives. Enfin, limitations. Pas hyper efficace, etc. Hein, si je devais trancher pour Bane, en tout cas, je trouve que l'impact d'un Bane par rapport à un Markkanen est comparable. Donc je le mettrais dans ce range-là. Ok, bon, mettons-le là alors. Mettons-le là. Ça marche. Et peut-être qu'Evan Mobley montera tout seul de une ou deux places alors. Ok, très bien. Faisons comme ça. Faisons comme ça. Très bien. Petit quiz pour finir. Nous sommes le 26 janvier 2023. Alors, le problème avec Desmond Bane, c'est que j'ai du mal à trouver des actions très flashy de sa part. Et du coup, par contre, je suis tombé sur une action où lui-même se fait postériser. je suis désolé. Bon, ça le met pas trop à l'honneur pour ce coup, mais bon, je pense qu'on se rattrapera plus tard. Mais donc, c'est une action marquante de la saison, tout de même, hein, c'est un peu ça le but. Un poster de Kuminga sur Desmond Bane. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui sont sur le terrain au moment de ce poster dunk? Ouais, alors je vais commencer du coup par les Grizzlies. Je vais faire classique comme d'hab. Hein. Ja Morant. Oui. Dion Brooks, Jaren Jackson Jr. Oui.
Et le dernier, Steven Adams? Non. Non, mais Non, indication, nous sommes en janvier. Ah. Quelqu'un qui n'était pas blessé sur la fin de saison, du coup. Ah, Brandon Clark? Exactement, Brandon Clark. C'est Brandon Clark qui est le 5e, ouais. Ok, et de l'autre côté, du coup, Kuminga forcément. Steph Curry, oui. Steph Curry, oui. Klay Thompson? Oui. Draymond Green? Oui. Et Looney? Non. DiVincenzo? Non, non plus. Ah bah, Poole, Jordan Poole. Exactement. En janvier, on y croyait encore à Jordan Poole, du côté de Golden State. Ah, parce que maintenant, on y croit plus. Mais non, on n'y croit plus. Maintenant, on croit en Chris Paul, plutôt. Mais non, on n'y croit plus du tout à Jordan Poole. Non, je parlais de Golden State, je parlais pas de moi. Ah oui, ok, pardon. Je croyais que toi, tu n'y croyais plus non plus. Je dis, à Golden State, ils y croyaient encore au point de le mettre titulaire avec les autres titulaires. C'est ça que je voulais dire, effectivement. Ok, eh bien avançons avec notre dernier joueur du jour. Je pense le meilleur on l'a mis tous les deux au numéro 1 de notre QV. Donc Donovan Mitchell, 36 minutes par match, 66 matchs cette année, 106 de true shooting plus, donc 6% au-dessus de la moyenne de NBA au niveau du scoring, sur 32% d'usage, donc un gros volume de stars, très clairement. J'avais envie de te poser la question, est-ce que ce serait pas sa meilleure année en carrière? D'assez loin, j'ai l'impression. Enfin, peut-être pas d'assez loin, mais sans trop hésiter, oui. Non, mais alors, tu vois, typiquement, j'ai fait je sais que t'aimes bien faire ça, mais un petit filtrage assez simple. J'ai pris du coup les guards de NBA qui ont joué plus de 40 matchs, Ouais. Et qui ont un usage de minimum 28%, et qui sont à plus de 60 donc de true shooting, donc à plus de 1,2 points par tir. Et en fait, tu te retrouves avec une liste. Donc il y a Curry, Lillard évidemment, Shea, Oui. Irving et Doncic et Booker, pardon, et aussi Booker. Et donc Donovan Mitchell. Et Donovan Mitchell fait mieux que Doncic, fait mieux que Kyrie Irving, fait mieux que Devin Booker. Donc en fait, il est le parmi les guards à gros volume, il est le 4e guard le plus efficace. Et rien que ça, ça classe un homme déjà, je pense. Oui, bah c'est un peu... c'est clairement sa meilleure année au niveau du scoring, d'assez loin pour moi. Si on retrace un peu son évolution, c'est vrai qu'on a toujours été sur quelqu'un qui flirtait avec la moyenne NBA. Alors, qui avait la quantité, mais pas forcément la qualité, en tout cas, qui avait le volume, mais peut-être pas l'efficacité à ce point impressionnante. Il a toujours été un peu au niveau de la moyenne, en termes de true shooting plus, donc 97, 96, donc moins 4% pour aller à 100, 99, 100 et 101 de true shooting plus à Utah. Et là, cette année, donc 106 plus 6%, il est enfin très au-dessus de la moyenne. Et pour moi, il y a deux raisons qui font qu'on a un Mitchell qui a jamais été autant efficace. C'est deux aspects, c'est le 3 points déjà. Ouais. 39% sur plus de 9 tentatives par match, donc très efficace et en plus sur un volume qui est énormissime, donc ça permet de pas mal accumuler des points bonus, on va dire. Et en plus, de l'autre côté, donc quasiment, si oui, on peut dire élite à 3 points, mais aussi élite sur drive, parce qu'en fait, sur les gros drivers, il est 4e meilleure efficacité de NBA, derrière donc Lillard, Doncic et DeMar DeRozan dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on a ce côté hyper efficace, voire élite à 3 points, élite au panier, et en plus, il est capable dans la mi-distance, mais surtout, il a réussi à faire évoluer petit à petit, année après année, son registre et son répertoire et la distribution de ses tirs. Et donc, on a notamment moins de tirs à mi-distance, de longs tirs à mi-distance, ouais. et au contraire, plus de tirs au panier et plus de tirs à 3 points, là où il est très bon. Donc au final, on a quelqu'un qui, de par des petits changements et de par le fait d'être efficace sur les deux zones principales du 3 points et du panier, on a finalement un des scoreurs, peut-être pas les plus efficaces de NBA encore totalement, mais enfin un scoreur très efficace. Et ça change de Utah où on était quand même un peu moins impressionnant de ce côté-là.
Ouais, tout à fait. Alors je sais pas si tu avais noté, mais j'avais comparé du coup les drives aussi de cette année par rapport à l'année dernière. Et donc il est passé de 53 à 59% sur juste les Ouais. lay-ups en fin de drive. Mm. Donc là, il y a eu une grosse augmentation. Maintenant, il y a aussi un aspect qui est assez intéressant, c'est qu'il fait 3 drives de moins par match que l'année dernière. Ouais. Et bon, bah forcément, ça s'explique de par le spacing de, de, de Cleveland qui était un peu bouché finalement. Bah, surtout, je pense pour moi, surtout le fait qu'il y ait Garland à côté, alors qu'à Ouais, Utah, il était aussi, un ouais. peu plus responsabilisé comme le joueur, quoi, je pense. Peut-être que j'ai trop les playoffs en tête où il a eu un peu plus de mal. Ouais. Parce que la défense des Knicks avait très bien compris la faiblesse des Cavs, mais toujours est-il qu'il y a peut-être encore une petite piste d'amélioration et d'optimisation peut-être de Donovan Mitchell s'il y a un meilleur spacing et qu'il peut retrouver ses normes de 15-16 drives par match. Et après, oui, tu l'as dit, il est quand même en pull-up à 3 points à 39% cette saison. C'est c'est une stat un peu insensée. On va pas se mentir. Je sais pas s'il arrivera à le maintenir, mais aussi c'est de là que l'exercice est ultra intéressant. C'est qu'on juge, comme j'ai dit, on juge la saison telle qu'elle est et il faut la juger comme ça. Et donc une saison à 39% en pull-up, c'est absolument c'est élite, quoi. C'est vraiment élite de chez élite en termes de shooter. Et après il y a toujours ce passing qui est plutôt intéressant. Et quelque part, je sais pas à ton avis, mais sur le défenseur Mitchell, en fait, c'est pas tant le défenseur qui est problématique, mais je pense là où c'est vu, c'est son et là vraiment, c'est l'exemple des vases communicants parfait. C'est ce trio Okoro, Garland, Mitchell qui en fait n'est pas compatible des deux côtés du terrain. On s'en est rendu compte. Mais du coup, j'ai du mal à accorder de la vraie valeur négative à Donovan Mitchell, le joueur en tant que tel. Effectivement, je pense qu'on n'est pas sur un défenseur très très positif pour le formuler un peu gentiment peut-être, mais j'ai pas non plus été choqué. Alors c'est toujours difficile. Est-ce que vu qu'on a déjà des standards en tête quand on commence à regarder le Mitchell de Cleveland, tu te dis bon ben là, est-ce que tu vois ce que je veux dire, tu es déçu ou surpris, mais déjà par rapport à ce que tu connaissais du joueur, Oui. donc il y a cet aspect-là ça m'a pas choqué à quel point il pouvait être mauvais, mais est-ce que en soi ça m'a pas choqué par rapport à ce que je connaissais de lui à Utah, ou est-ce qu'en soi il était quand même très très mauvais dans l'absolu, on va dire. C'est un peu, je pense tout de même qu'on est au final, si on mesure non pas par rapport à lui-même mais par rapport au reste de la NBA, sur un défenseur assez négatif qui tout de même a la chance d'être dans ce contexte-là où il a deux des meilleurs défenseurs de NBA derrière lui, qui aident aussi peut-être à gommer certaines absences. Et tu vois, même, je pense qu'on a un peu la même chose dans l'attaque, même, euh, par rapport aussi au contexte et au rôle, parce qu'effectivement, au niveau du passing, bon, c'est un passeur capable, mais ça n'a jamais été un passeur de haut niveau, je trouve. Il a jamais eu ce côté je peux être un manipulateur de défense, je peux être un créateur à gros volume sur pick and roll, je peux faire toujours des passes. D'ailleurs, ça avait été un peu son défaut en début de carrière, de vraiment manquer des passes assez faciles. Ou voilà, Ouais. le passing était clairement pas assez bon. Il n'est pas forcément beaucoup plus aujourd'hui que ça pouvait être à Utah. D'ailleurs, le fameux ratio de playmaking, donc assist percentage divisé par usage, donc à quel point tu fais des passes par rapport au nombre de ballons que tu as. Effectivement, il était sur les gros volumes, il était 22e sur 23. Donc voilà, il n'y a que Jalen Brown qui est pire que lui là-dessus. Et 22e sur 23 parmi les gros volumes à plus de 30% d'usage. Donc, pas très impressionnant de ce côté-là, mais quand tu remets dans le contexte, bah oui, du coup, cette année, il est dans une équipe où il y a Garland qui s'occupe un peu du playmaking. Donc, on va dire que si on contextualise un peu son profil, l'absence de passing a peut-être été un peu moins problématique cette année. Je sais pas. Ah bah clairement, de toute façon, Donovan Mitchell a toujours été un joueur pour qui la passe était secondaire, j'ai envie de dire. Ouais. C'est vraiment cette recherche d'abord de la création pour lui. Et si jamais il voit que ça ne va pas passer, bah, parfois il y va quand même déjà. Et puis parfois, bon, bah, quand il y a vraiment pas le choix, il va faire cette passe. Et mais oui, aujourd'hui, il avait beaucoup moins de responsabilités de création pour les autres que les années précédentes. Et c'est peut-être aussi ce qui a joué
sur son efficacité, je ne sais pas, mais avoir un joueur comme Darius Garland, un créateur comme Darius Garland, ça crée quand même pas mal d'opportunités et de brèches dans une défense, tout simplement. Après, c'est vrai qu'on peut pas lui retirer, enfin, on peut pas oublier non plus le fait que, bah oui, si on va le comparer à Devin Booker, si on va le comparer à des joueurs comme ça, bah oui, tout de même, il a quand même moins d'impact de création, moins de capacité de Oui, tout à fait. création, notamment pour autrui, parce que il y a le passing en lui-même, mais il y a aussi la taille. Il est quand même assez petit, donc il y a forcément des limitations aussi de ce point de vue-là. Oui, c'est sûr, mais mine de rien, sa taille, même s'il est très très athlétique, Donovan Mitchell, hein, attention, sa taille l'handicap quand même dans pas mal d'aspects du jeu, je trouve. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Bah, il y a la défense, il y a le passing, parce qu'il n'a pas il n'a pas les mêmes angles de passe que peuvent avoir des joueurs plus grands. Il peut se faire étouffer. Mais alors, je sais pas, je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il y a, là où peut-être, je sais pas, j'ai toujours eu cette impression avec Donovan Mitchell, où il pouvait en faire plus, c'est qu'il a il a quand même déjà une envergure, je crois, qui est intéressante pour sa taille, et il a ce hang time un peu rare où il peut avoir bon, l'exemple parfait, c'est Ja Morant qui a la capacité de changer de décision en l'air, presque. Mais Donovan Mitchell, je trouve qu'il y a toujours eu ce côté où il peut faire des décisions assez tardives en fait et retarder ses décisions de par ce hang time et ses capacités athlétiques assez impressionnantes et qu'il a jamais vraiment développé. Après, c'est pas vraiment viable ce que je dis là, hein, de tout miser sur sur ses capacités athlétiques pour créer. Mais donc oui, au final, le passeur reste relativement moyen. Malgré, si on regarde en soi, il y a quand même quasiment 5 passes décisives par match, mais enfin voilà, c'est un score first et passe dans un second temps et voilà, c'est un peu le gros bémol qu'on peut faire au moment où on va le comparer à des joueurs d'élite. Bah, disons qu'il y a beaucoup de passes décisives par match en total brut parce qu'aussi il a beaucoup de ballons. Et c'est pour ça que le côté ratio de playmaking, le assist divisé par l'usage est intéressant. Et là-dessus, bah oui, en soi, il a pas un ratio mauvais du tout, et même plutôt pas mal, mais c'est juste que quand tu le compares par rapport à ses pairs, donc à d'autres joueurs qui ont aussi un énorme volume, il est totalement en bas, quoi. Sur les joueurs à plus de 30% d'usage, il est encore une fois 22e sur 23. Donc oui, c'est là où la stat est intéressante à recouper parce que avec des joueurs à un énorme volume, parfois le volume compense. Donc c'est là tout l'intérêt de ces stats-là. Mais d'accord, ok. Et donc, classement, où est-ce qu'on l'imagine? Je suppose plutôt en haut. Plutôt en haut, forcément. Comme je dis, on est quand même sur un score assez rare. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont scoré de façon efficace et sur un gros volume comme lui cette saison. Ma fourchette basse, c'était un peu Rudy Gobert, ma fourchette basse. Ouais. Et ma fourchette haute, alors je suis pas allé vérifier, mais il me semble que Trae Young sort une saison pas forcément exceptionnelle au scoring, Ouais, pas efficace, ouais. pas efficace, mais quoi qu'il arrive, Trae Young a un tel rayonnement offensif que Ouais. j'ai beaucoup de mal à mettre Donovan Mitchell devant Trae Young. Donc au final, mon range c'est 2 places, c'est Rudy Gobert et Paul George. Donc voilà, ce serait à peu près ça. Et j'aurais plutôt tendance à le mettre devant Paul George. Est-ce que ce serait pas marrant de le mettre à côté de Gobert pour qu'il se tape un peu dessus? On peut faire ça. Si. Non, effectivement, j'avais un peu la même fourchette, mais la mienne de haute allait au-delà de Trae Young. Parce qu'il a été très efficace et que Trae Young ne l'a pas été du tout. Donc il y avait ce côté-là où Trae Young est assez inefficace. Mais en même temps, oui, il y a cet aspect de création de jeu collective où, oui, bah, forcément Trae Young est meilleur. Mais ouais, je pense qu'on est un peu dans la même zone. Je sais pas. J'ai aucune idée. J'aurais peut-être envie de donner l'avantage à Mitchell sur l'efficacité et sachant qu'il y a peut-être moins de compromis défensifs aussi qu'avec Trae Young. Donc si tu rajoutes efficacité et défense, mais peut-être que c'est pas non plus la bonne manière de faire. Peut-être qu'il faut, c'est pas du 1 pour 1 justement. Oui. Que peut-être que la création offensive peut-être rattrape tout. Bah, Trae Young, du coup, il fait quand même une saison à 99 de true shooting plus. C'est ça, ouais. J'avais beaucoup moins en tête, en fait. Donc, je suis allé vérifier. Mais moi, j'aurais quand même tendance à le mettre derrière Trae Young parce que, bah, l'impact sur une attaque qu'a Trae Young, c'est quand même assez, enfin, je trouve que c'est assez
c'est pas le même niveau qu'un Donovan Mitchell, quoi. Le rayonnement C'est vrai. de Trae Young est bien au-dessus. Ok, bah faisons comme ça alors. Faisons comme ça. J'ai un petit doute, mais ok, faisons comme ça. Ça me va aussi. De toute façon, on est dans cette zone-là. Ça se joue pas non plus à grand-chose. Et donc, petit quiz pour finir. Petit quiz. Nous sommes toujours en mars, d'ailleurs. J'ai beaucoup d'actions du mois de mars. Je sais pas ce qui s'est passé au mois de mars cette année. Mais donc, on est 22 mars 2023. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Un poster dunk sur Yuta Watanabe sur un match à Brooklyn. Ça te parle ou pas? Un petit peu. Oui, ça me parle. Mais je suis surpris que t'aies pas pris du coup son match à 71 points. Cette action sur Watanabe me paraissait plus détonnante. On vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue. C'est vrai que sur une action, c'est dur de prendre un match entier, quoi. Bah du coup, Donovan Mitchell. Oui. Darius Garland. Non, pas sur le terrain, Garland. Il est pas sur le terrain. Okay. Evan Mobley. Pas sur le terrain non plus. Ok. Jarrett Allen. Oui, Jarrett Allen. Cedi Osman. Non. Oui, tout à fait. Cedi Osman. Caris LeVert. J'aurais eu tendance à dire. Exactement. Mitchell, Osman, LeVert, Mobley et Okoro. Non. Non, c'est un meneur backup. Stevens. Non. Alors il y a Rubio. Exactement, c'est Ricky Rubio. Et du côté de Brooklyn, c'est sympathique aussi. Tu vas t'amuser, je pense. Est-ce que j'essaye des improbables tout de suite? Yuta Watanabe. Royce O'Neal. J'ai envie de tenter Royce O'Neal. Là. Pas sur le terrain, non, malheureusement. Michael Bridges, quand même. C'était un peu, Michael Bridges est là. Cam Johnson? Non, pas sur le terrain. Dorian Finney-Smith? Non, pas sur le terrain. Nick Claxton? Nick Claxton, oui, en effet, en pivot. Ok, donc Nick Claxton, Yuta Watanabe, Michael Bridges, c'est un peu le front de courte. Et donc il manque le back court. Qui est-ce qui avait... Cam Thomas ne jouait plus à ce moment-là. Dinwiddie, quand même, j'ai pas dit, mais c'était quand même celui qui jouait le plus. Pas Dinwiddie. Seth Curry. Exactement, Seth Curry était là. Ok, et le dernier, Patty Mills. Non, pense au pain demi. Il a été tradé, non, il y a pas longtemps en plus. C'est Joe Harris, du coup. Exactement, c'est Joe Harris. Tout à fait, c'est Joe Harris. Oui, il a été changé à Détroit, si je ne dis pas de bêtises. Non, ou quelque chose comme ça. Ouais. Je n'ai pas encore totalement imprimé l'intersaison, donc on dit peut-être des bêtises, mais je crois que c'est ça. Et donc voilà pour... on a plutôt pas mal bossé, et donc je vais rappeler non pas le classement en entier, parce que ça commence à faire long. On a un top 35, mais donc on a inséré dans le classement aujourd'hui Donovan Mitchell, entre Trae Young et Paul George, autour de la 6e place. On a aussi DeMar DeRozan juste un peu plus bas, entre Jaylen Brown et Lauri Markkanen autour de la 10e place, juste en dessous de Lauri Markkanen, Desmond Bane devant Evan Mobley, et puis Scottie Barnes un peu plus bas vers la 20e place, 21e place, entre Tyrese Maxey et Clint Capella, et puis juste en dessous également Jaden McDaniels à quelques places près. Lui, il est entre KCP et Grant Williams, et donc ça nous fait un joli top 35. Ça commence à construire, hein, ça y est. On avance, on a déjà un top 35. Eh bien, merci beaucoup Baptiste d'être passé sur le Basket Lab et sur la Syllab pour participer à cette série. Merci beaucoup de l'invitation, Guillaume. C'est vraiment pas un exercice facile, mais c'est assez intéressant du coup cette histoire un peu de classification des rôles, etc. Donc évidemment de passer dans le Basket Lab. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous voyez petit à petit que le classement se construit et que on commence un peu à avoir des zones de joueurs et des points de repère finalement un peu plus facilement pour classer en fonction. Avec comme d'habitude toujours cette petite, non pas une marge d'erreur, mais comme avec chaque joueur on a une fourchette de une pondération positive et une pondération négative. Mais bien entendu, je vous invite sur le Discord pour venir en discuter si ça vous intéresse. Et donc, pour la prochaine fois, on va se retrouver pour, justement, le 8e numéro de la Syllab.
Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci, bien entendu, à Baptiste du Dreamcast Show d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.